et bienvenue dans le Glénat Manga Live. Aujourd'hui, émission exceptionnelle, on se retrouve, alors ça fait finalement un petit peu longtemps qu'on s'était pas vu. Et aujourd'hui en plateau, j'ai avec moi Benoît sur mon côté droit. Comment vas-tu Benoît? Bonjour, cela va très très bien. Voilà, on est en pleine forme puisqu'aujourd'hui on parlait d'un excellent manga que tu as lu d'ailleurs Manix, qui est ici sur ma gauche. Ça va bien? Bonjour, c'est bien. Oui, c'est bien, je regarde, pour être sûr. Coucou. Ça va bien tous? Je sais pas, ça a l'air d'être te capter plutôt par là. Ouais, d'accord, j'en ai là-bas. Ouais. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a beaucoup de caméras et il y a évidemment aussi notre invité qui n'est pas à nos côtés mais dans notre cœur pour toujours, Hermite Moderne qui est chez lui. Coucou. Bonjour tout le monde. J'avais la flemme de me déplacer donc je suis chez moi. On remerciera la technologie hein, puisqu'a priori tu n'as pas besoin de te déplacer, tu vois, ça marche très bien comme ça aussi. C'est très, je suis très content d'être là malgré le fait que j'ai pas fait l'effort comme tout le monde, mais je suis content. Il est jeune, excusez-moi, je le regarde et je me dis, il est jeune en fait, il est très jeune même, très jeune. Il nous a fait des révélations pendant que on était en train de finaliser les préparatifs du lancement de l'émission. Je dois m'en remettre très vite puisque évidemment, comme d'habitude, l'émission va être chargée et on va commencer par l'actualité. Ensuite, on parlera des sorties, non pas de cette semaine, mais de la semaine dernière que vous avez potentiellement déjà tous récupéré en librairie. Et ensuite, nous passerons évidemment au gros morceau, le focus, où on parlera de Six Game, mais pas que de Six Game. On parlera également un petit peu du thème du jeu vidéo, du manga, de comment ces deux finalement supports médias culturels, excusez-moi, se connectent, puisque du coup quelque part ils font partie du soft power japonais. C'est vraiment deux médias extrêmement développés chez nous. Ça a beaucoup de succès et on en parlera du coup ici avec des professionnels qui sauront nous dire des choses intéressantes. En tout cas moi personnellement j'ai prévu d'apprendre des choses aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et on va commencer par l'inverse, c'est moi qui vais vous apprendre des choses puisqu'on commence par l'actualité. On commence par une actualité qui me fait extrêmement plaisir, là où voilà, on est encore sur une période où le shoujo est énormément discriminé. Un petit coup de boost sympathique, puisque sachez qu'au Japon, il y a ce titre qui s'appelle Hana Yoridango, qui porte exactement le même nom chez nous, qui est sorti il y a longtemps. Hein. C'est une série terminée en 37 volumes chez Glénat. C'est un des plus gros cartons shoujo de l'histoire, et tellement qu'il vient de passer dans le Guinness des records pour son tirage 59 409 000 exemplaires vendus. C'est vraiment merveilleux pour célébrer le 30e anniversaire de cette série. Vous le connaissez peut-être d'ailleurs sous une de ses nombreuses adaptations, puisque ça existe sous plein de dramas différents, dans plein de pays d'Asie. Hein. Il y a eu des tonnes d'adaptations. Boys Over Flower est un des noms que vous pouvez retrouver pour cette série, si vous avez vu l'adaptation, mais vraiment l'œuvre originale, le manga, est une pépite. Même si il est vrai qu'entre le premier tome et le dernier volume, le style un petit peu de l'artiste a su évoluer, fort heureusement. Et pour célébrer ça au Japon, comme il se doit, hein, célébrer les 30 ans et cette incroyable nouvelle, sachez que pour les chanceux qui sont au Japon, il y a une exposition. J'aimerais être au Japon, mais je ne suis pas au Japon. Ça se tiendra... Ça se tiendra du 19 avril au 8 mai. Ce ne sera pas très long, mais vous pourrez profiter de 250 dessins originaux en couleur ainsi qu'en noir et blanc. Ce sera à Matsuya Ginza. Donc si vous êtes dans les parages et que vous êtes fan de l'artiste, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et on félicite encore une fois évidemment le tirage exceptionnel de cette série qui vraiment mérite le coup d'œil. Hein. Tous les tomes sont normalement encore disponibles en France, donc n'hésitez pas à vous y intéresser. Autre nouvelle, excellente nouvelle même j'ai envie de dire, nous avons appris lors du tout dernier numéro du Big Comic Supérieur, qui donc était en vente le 28 avril, que la série Pour le pire, au cas où il y a des gens qui ne voient pas de quoi il s'agit, voici le tome 1. Une excellente série que je vous recommande, dont je parle de temps en temps d'ailleurs quand il y a des nouveaux tomes qui sortent. Il va y avoir une adaptation cinématographique, ça a été annoncé donc dans le magazine de prépublication. On ne sait pas pour l'instant s'il s'agira d'une adaptation en animé, d'une adaptation en prise de vue réelle, mais en tout cas, ce sera dans les salles obscures du Japon que les fans, ou tout simplement les gens qui vont découvrir cette licence, pourront en profiter. En tout cas, on attend d'avoir plus d'informations. Moi, je suis
hyper hypé. Tu connais Non, j'allais dire, est-ce que tu peux nous vendre rapidement, nous pitcher pour le pire de... Alors, ce truc incroyable, sache que tout à l'heure en off, je l'ai pitché un petit peu, enfin je l'ai même pas pitché, il allait voir le résumé tout seul, mais du coup je l'ai vendu sans même faire exprès à notre cher ermite moderne qui est donc de son côté chez lui là. Mais en gros, pour le pire, ça va être une espèce de thriller psychologique où concrètement on a un assistant social qui est là et qui aide évidemment donc voilà les enfants qui sont en difficulté, qui va faire une demande en mariage à cette tueuse en série. Et ça va être finalement un combat psychologique entre les deux, puisqu'ils vont jouer un rôle ou peut-être pas. Et nous-mêmes, en tant que lecteurs, on va être perdus. Et ça part dans des délires des fois où vraiment on se dit mais qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de cette jeune fille? Parce qu'il se passe plein de trucs. On voit des flashbacks, mais on ne sait pas si c'est des vrais flashbacks. Faut que ce soit du live action 100%. Alors, du coup. Ah, ça y est, il est motivé. Non, ça y est, il est motivé. C'est pour ça que je te demandais le pitch, parce que je disais, on sait pas sous c'est quelle pas forme... un truc fantastique. Voilà, je veux dire, on sait pas sous quelle forme ça pouvait être adapté. Après, ça dépend, hein, parce qu'à part, évidemment, rapidement, la limite... Le cinéma, c'est le shoujo avec tous les pouvoirs, les invocations, etc. Mais tu faire du fantastique au cinéma, c'est pas gênant. Mais là, vu le propos, ça fait beaucoup penser à beaucoup de couples de stars qu'on a vu dans des films. Je pense à Mr. et Mrs. Smith, par exemple, à True Lies, etc. Donc en vrai. Là, c'est en version plus trash que Mr. et Mrs. Smith. On est vraiment dans le thriller psychologique, véritablement. Avec des passages un peu sales. Parce qu'on est quand même sur une tueuse en série qui, supposément, a quand même fait plusieurs victimes qu'elle a découpées en différents morceaux et qu'elle a enterrées à plein d'endroits différents. D'accord. Et que les familles des victimes sont bien embêtées et on aimerait bien retrouver le pied à gauche de Jacques. Et le mariage du coup de Natsume, donc l'assistant social, est pour lui un prétexte pour justement s'approcher de cette tueuse en série et essayer d'obtenir des informations, alors que pour elle, ce mariage revêt une toute autre valeur, pas uniquement une valeur sentimentale d'ailleurs, et c'est pour ça qu'on voit véritablement, on a un véritable huis clos entre les deux, et où chacun tente de manipuler l'autre pour obtenir les informations, ou en tout cas accéder au désir qu'il souhaite. C'est très amusant parce que... Oui. C'est très amusant parce que je trouve que ça revient avec notre thème aujourd'hui, qui est le thème du jeu vidéo dans les mangas. Et du coup, il y a un petit peu un côté collectathon, sauf qu'au lieu de ramasser des étoiles ou des pièces de puzzle, comme dans Mario et Banjo-Kazooie, on ramasse des morceaux de corps humain. Et je trouve que c'est marrant un peu, cette espèce de chasse à l'œuf comme ça, de Pâques. C'est très très à propos. Attention Caroline, on t'entend pas. Ça va malheureusement pas très très vite dans ce manga. Déjà parce qu'il n'y a pas tant de morceaux que ça dans l'anatomie d'un corps humain. Mais vraiment, si je peux me permettre un pari, si je peux me permettre un petit pari concernant l'adaptation, je pense comme nos chers camarades ici que ça va être un film live, mais je pense qu'il y aura peut-être une adaptation animée de 13 épisodes à but promotionnel qui sortira en même temps. Ça se fait très très souvent dans l'industrie japonaise de faire un film live et un court animé. Comme un animé, c'est beaucoup moins cher à produire qu'un film live, ça sert généralement de très bons outils promotionnels d'après les compagnies de communication japonaises. Ça est arrivé pour Eizouken, c'est arrivé pour Parasite, c'est arrivé pour Erased, donc je pense que ça peut arriver là aussi. Après, je pense que ça dépend parce que Eizouken, c'était un film aussi ou c'était une série? Les deux. Un film, il me semble que ça coûte quand même vachement plus d'argent qu'une série. Une série, il y a vraiment beaucoup moins de moyens qui sont mis dans la balance de souvenirs de ce que j'avais vu sur des trucs faits au Japon. Mais on prend en considération évidemment ton pari, nous verrons bien. Ça se trouve, c'est la fête et ça va être adapté de mille et une façons. Pour la suite, on reste dans finalement un petit peu cet univers-là, puisque on va vous parler d'un petit film live. Je sais qu'en ce moment, tu as du mal avec les films live, hein, mon cher Lanix, mais du coup, désolé, il y en a un peu là. Il y a du live. Tant que c'est pas celui qu'il faut pas citer, c'est bien. Non, puisque ce n'est pas la bonne maison d'édition. Mais Tokyo Revengers, on en parle depuis pas mal de semaines, de mois même, puisqu'il y a, vous le savez, le nouveau film, mais en deux parties de Tokyo Revengers. Il faut savoir que si on en parle maintenant, c'est parce que ça y est, c'est en salle au Japon depuis le 21 avril pour la première partie. Et la deuxième partie, quant à elle, arrivera le 30 juin au Japon. On espère évidemment qu'à un moment donné, ça pourra arriver chez nous. Mais si je me plante pas, il me semble que le tout premier film, qui est sorti il y a quelques années, il est arrivé sur la plateforme de diffusion Crunchyroll, si je me trompe pas. Enfin, il me semble avoir vu passer cette information il y a déjà quelques temps, mais je ne l'ai pas encore regardé, et ce n'est pas bien, puisque j'ai envie absolument, évidemment, de voir mes petits loulous de Tokyo Revengers. Surtout que les acteurs, je les aime bien. Pas tous, mais il y en a 2-3 que j'apprécie énormément. Je trouve que c'est vraiment des très bons acteurs, et ils ont été bien choisis par rapport aux faciès, aux personnages, même à la carrure de certains persos. Bah, c'est celui qui fait Draken, voilà, c'est l'acteur de Draken. C'est-à-dire que l'acteur de Draken, je l'ai déjà vu dans des rôles de Furio.
Et dans des rôles de Furio un peu bête et méchant mignon. Vous savez, c'est un peu le... Genre, il est là, il crie beaucoup, mais en fait, il fait pas grand-chose. Je l'ai vu dans des rôles comme ça aussi. Donc, très très bon choix de l'avoir mis dans le rôle de Draken. Je n'ai plus son nom, évidemment, en tête, mais en plus, il est beau. Voilà, vous n'y perdez Il y a des vibes un peu Crow, je trouve. Totalement. Mais oui, c'est vrai, en même temps, c'est un peu des univers qui sont proches, finalement. Mais c'est vrai que Crow, c'est une bonne référence parce que je crois que c'est parmi les adaptations en prise de vue réelle qui a connu le plus de succès, même en dehors du Japon. Je crois que les fans occidentaux apprécient beaucoup ces adaptations-là. C'est vrai. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été familiers avec le concept de Furio, le concept de délinquant japonais, à travers les films Crow, comme ça, s'ils n'ont pas connu des mangas ou des animés au préalable. C'est fort possible, je pense aussi. Bon, on reste encore un petit peu sur des adaptations live, et cette fois-ci c'est avec une autre nouvelle. Alors attendez, il est où? Il est là. Il n'y a pas le tome 1. 2, 3. Dites-moi pourquoi il n'y a pas le tome 1. Qui l'a volé? Qui a pris? Qui l'a pris? C'est pas grave, écoutez. C'est pas moi, je suis littéralement pas là. Comment t'as fait? C'est pas grave, écoutez, je prends le sosie de Benzaï, ici sur la couverture du tome 3. C'est pas bien du tout. Non mais bonjour. Mais c'est vrai que c'est Benzaï. Hein. À chaque fois que je prends ce tome 3 dans les mains, je dis Benzaï, ça va, on est bien. Non mais c'est vrai, je sais pas, comment ne pas... Une fois que j'ai vu Benzaï... Maintenant que tu l'as dit, je vois que Benzaï, ouais, c'est vrai que mais ça lui fait un flow de fou. Non, je vais voir Benzaï, mais comme ça du coup, c'est... Ah, s'il nous fait pas un cosplay à Japan Expo, on va se fâcher, on va se fâcher. On sera déçus. Voilà, je vais mettre Avec la Fedora, ça marche. Comme ça, il sera obligé. Il faut que tu regardes la couverture du tome 3, là, on est un peu loin de la caméra, mais enfin c'est incroyable, c'est Benzaï. Ouais, regarde. Ouais, c'est Benzaï qui a mangé Johnny Depp, en fait. C'est ça, c'est la fusion des deux. Effectivement, donc il y a un charisme maximum évidemment sur cette couverture du tome 3. Et donc je vous disais par rapport à Trillion Game, l'adaptation en série live, on l'avait annoncé il y a quelques temps, puisque cette série nous vient également donc du magazine Big Comic Superior, il me semble. Je crois que tous les mangas viennent de là en ce moment, c'est fou. Et donc ça avait été annoncé dans le magazine, on en avait parlé. Premier visuel que nous avons, et oh my god, ça pète énormément. Et ce qui me fait extrêmement plaisir, c'est qu'on a décidé de mettre des beaux gosses, des BG littéralement en termes d'acteurs, puisque ces deux personnes que vous voyez à l'écran ne sont absolument pas des acteurs professionnels. Ce sont ce qu'on appelle des idoles au Japon, font partie tous les deux de deux groupes différents. Celui que vous voyez à gauche, c'est Yuto Sano qui est dans le groupe qui s'appelle Milk, et celui qui est à droite, c'est Ren Meguro qui fait partie du groupe Snowman, qui cartonne pour le coup au Japon, puisqu'il s'agit d'un groupe de comment ça s'appelle, de l'agence Johnny's Entertainment, qui fait partie, voilà, des plus grosses agences d'idoles masculines au Japon. Et donc on a choisi de mettre ces deux personnages-là dans cet univers-là. Moi je me suis dit pourquoi pas. Et ce qui est très rigolo, c'est que du coup j'ai été lire quelques articles qui montrent un petit peu ce qu'ils ressentent par rapport à la prise de ces rôles-là. On a par exemple donc Meguro, celui qui est donc à droite, si je me trompe pas, qui dit que le personnage est complètement à l'opposé de lui-même, qu'il est un petit peu anxieux parce qu'il a jamais joué un rôle comme celui-là, mais il est tout excité. Je fais parfait. Et Sano, donc celui de gauche, qui nous dit que là pour le coup pareil, c'est la première fois qu'il va faire un rôle comme ça. D'ailleurs il est pas bon du tout dans les machines, il a un peu peur, mais il a fait des efforts. Il dit qu'apparemment il a fait des recherches dans des domaines comme celui de la dactylographie. Enfin vraiment le gars est investi. Le gars est investi, le gars fait vraiment beaucoup d'efforts. Ça débutera du coup très très bientôt au Japon à la télévision sur la chaîne TBS à partir du mois de juillet. Ce sera tous les vendredis à partir de 22h, donc en plus c'est pas un mauvais créneau. Là où on sait qu'il y a quand même pas mal d'animés, c'est 1h du matin. Ouais. Là le drama c'est une assurance d'avoir un créneau plus prime time dans l'idée. Du coup on a une interview de Benzaï pour le making of, pour un petit peu parler de son rôle. Sur la page je trouve ça pas cool. Ouais voilà, on s'avérera ça du coup du côté de Benzaï. Voilà, on sait maintenant pourquoi c'est Benzaï qui a fait l'interview à Angoulême déjà. Voilà. C'est parce qu'il était dedans. Tout s'explique. Si je peux me permettre. Oui. Oui, c'est très intéressant ce que tu as raconté sur les idoles masculines, justement. Maintenant, il n'y avait pas beaucoup de gens qui le savaient avant. Il n'y a que récemment, je pense, avec notamment l'adaptation animée de Oshinoko, que des personnes sont courantes. Mais c'est vrai qu'au Japon, il y a beaucoup de célébrités qui sont un peu polyvalentes, qu'on appelle idoles, qui sont là pour faire un petit peu mannequin beauté, pour être un peu chanteur, pour être un peu acteur, pour être un petit peu de tout. Et généralement,
Bon, attention, la première tech désagréable du live, je trouvais que c'était un peu un fléau pour tout ce qui était adaptation en live d'animation japonaise, en fait. Parce que généralement, c'est des jeunes gens qui sont certes très très beaux et qui sont très très consciencieux, j'en suis sûr, mais qui avaient des qualités d'acting très très aléatoires. Mais comment tu as décrit comment les acteurs ont fait leurs recherches pour ce film, eh ben, j'ai envie d'être confiant sur ce coup-là. Moi, j'en suis quand même très très confiante aussi, pour la simple et bonne raison que c'est vraiment un système qui marche bien au Japon et que là, en fait, l'idée d'utiliser ces deux starlets, on va dire, dans la production de cette adaptation en drama, c'est parce que vraiment, on a envie de mettre la lumière dessus, parce qu'utiliser des artistes même de chez Johnny's Entertainment, c'est assurer une visibilité et une commu qui va être là et qui va être présente. Donc, moi, j'avoue que je suis plus contente dans l'idée de me dire que c'est une série qui potentiellement va marcher à cause des gens qui ont été choisis. Mais pour le coup, ayant déjà vu pas mal d'adaptations drama, ne serait-ce que pas Hana Yori Dango, mais la toute récente qui a été faite, parce qu'en fait il y a une espèce de suite spin-off qui a été faite à Hana Yori Dango, qui d'ailleurs lui-même en début des années 2000 avait été adapté en 2 dramas avec pareil des artistes de chez Johnny's Entertainment dans le rôle principal. Énorme carton interplanétaire parce que le mec il était super bon. Donc moi j'ai envie d'être confiante, il y a quand même des gens qui sont très très bons, qui sont compétents. C'est vraiment pas le cas de tous comme tu le disais, parce que c'est comme ça. On n'a pas des compétences partout, certains vont savoir mieux danser, d'autres plutôt chanter, d'autres vont être bons aussi dans l'acting. Acteur c'est vraiment un métier à part, hein. Tu peux savoir danser, avoir une présence, un charisme, si tu sais pas aligner la ligne de texte ou faire passer de l'émotion. C'est compliqué, hein. Surtout faire passer de l'émotion, parce qu'à la limite, tu arrives à parler, c'est un truc, mais... Voilà. Parler et chanter en même temps. Voilà, ouais, c'est ça. Et faire passer l'émotion. Et faire passer l'émotion. C'est quand même trois jobs, jobs, hein. tu sais, tu coches toutes les cases. Bon, bah désolé, je ferai pas. Et un triple salto arrière en même temps, s'il vous plaît, hein, c'est important. Donc voilà, on demande beaucoup à ces gens. Oui, bah, écoute... Trop peut-être, tu veux dire, peut-être trop. Bah, on demande quand même beaucoup de polyvalence, hein. C'est avoir autant de talent en un seul être humain, c'est pas donné. Il faut y arriver, c'est la dure vie des idoles au Japon, et pas que... On est trop dur avec ce voir Benzaï. De ouf, j'ai hâte de voir le personnage qui va incarner l'acteur là. C'est bon. J'ai hâte de voir ça. La dernière actualité concerne le film Blue Giant. On en avait parlé évidemment en début d'année, puisqu'il est sorti au Japon au mois de février. Et on était désespérés. On se disait, Benoît, rappelle-toi, est-ce qu'il y aura une date de sortie en France ? Se poser la question, alors, pour le coup, on n'a pas de date. Cependant, on peut vous assurer que ça va sortir au cinéma. On remercie évidemment Eurozoom pour ça. Et avant d'avoir une vraie date de sortie officielle au cinéma, vous pourrez le retrouver en avant-première au Festival d'Annecy. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour tous les gens qui y vont. Puisque du coup, je n'y vais pas, je n'y vais jamais. Mais ça donne envie chaque année d'y aller. Il y a plein d'incroyables films qui sont proposés. Et là, en plus de savoir qu'il y aura Blue Giant, vraiment, ça donne envie. Parce qu'on avait vu des extraits de trailers là, qui étaient quand même plutôt bons au niveau du rendu. Donc il n'y a plus qu'à attendre en espérant de bonnes nouvelles. Et pourquoi pas vous annoncer une date très prochainement. L'avantage, c'est qu'avec un film comme Blue Giant, quand on lit Blue Giant, ça reste un manga de musique. Là, on aura non seulement les images, mais surtout on aura le son. On aura le son, voilà. Ça, ouais. Et il me semble me souvenir qu'il y avait eu justement de très bons musiciens qui avaient été recrutés pour faire les parties musicales de cette adaptation. Donc, j'étais obligé là. Ouais, des très bons, des gens très reconnus dans le milieu du jazz et tout, a priori, des noms qui parlent aux connaisseurs de cet univers musical. On continue l'émission et pour cela, nous allons passer aux sorties de la semaine dernière. Peut-être avez-vous perdu une oreille ou deux, je ne sais pas. J'ai frôlé le micro. J'ai rien entendu, inadvertance. Est-ce que toi, du coup, chez toi, Hermite, le micro, tu l'as senti ? Non. Ça, tu l'as à peine effleuré, ça va. On recommence. Non, c'est bon, tout va bien. On va éviter quand même d'empêcher les gens de nous écouter en donnant des coups sur ce micro qui, en plus, à mon avis, doit coûter quand même très cher. Donc, on va le laisser tranquille tant que possible. Et par rapport aux sorties qui sont arrivées dans les librairies la semaine dernière, il y avait de quoi se régaler du côté de chez Glénat. À commencer par celui-ci là qui est extrêmement imposant. Un coup de main. Est-ce qu'il est... Ouais, je veux bien, c'est très gentil. Tu veux que je le montre à la caméra peut-être ? Magnifique. On peut pas faire mieux. Bioméga, il est là. Bioméga, un titre très attendu, c'est le premier volume. Oui. On le voit très très bien, Nanix, tu tiens très très bien. Que j'ouvre des pages peut-être. J'ai presque pas vu qu'il y avait une dame sur la moto en fait. Elle s'est fondue avec le décor. Waouh. Magnifique.
C'est très, Donc très ça, c'est évidemment dans la continuité de ce qui a été mis en place par Glénat il y a quelques temps avec Blam, qui est en édition de luxe. Tu peux nous en parler un petit peu? Alors en fait, donc on a republié Blam donc en édition de luxe il y a quelques années et on a décidé justement de poursuivre, puisque la plupart des œuvres de l'auteur sont en grand format, on a décidé de poursuivre les éditions de luxe. Donc en début d'année 2023, nous avons publié Blam 0 de luxe, qui auparavant était connu sous le titre Abara. Et ce qu'il faut bien savoir, c'est que Tutu l'auteur, même si ces histoires sont distinctes, elles partagent quand même énormément d'éléments communs et soit elles se situent dans le même univers, soit elles reprennent certains éléments. J'en veux pour preuve ici une sorte de méga corporation qui s'appelle la Toei Industries. Et donc, il était tout à fait logique et cohérent qu'on reparte de l'ancienne édition de Biomega pour la proposer au format de luxe pour qu'on puisse justement bénéficier, que vous puissiez bénéficier du trait, du style de l'auteur. Biomega avait été publié au préalable sous forme poche de 6 volumes, si je me rappelle bien. Et donc là, avec Biomega Deluxe, en 3 volumes, vous aurez à nouveau donc, la totalité de la saga Biomega, qui pour le coup a fait donc l'objet d'une nouvelle maquette, d'une nouvelle mise en page, et également d'une traduction revue et améliorée, puisque, comme je le disais, comme les différentes œuvres se font écho les unes aux autres, et que Tsutomu est réputé pour inventer tout un tas de noms, de personnages, d'univers et de lieux, on a fait en sorte de retravailler cette œuvre pour qu'elle soit cohérente avec ce qui existait et continue d'exister dans son univers. Tout à fait, voilà, meilleure manière de résumer ce projet et surtout voilà pour tous les fans de Tsutomu Nihei, comme par exemple ici Captain de Ven sur le chat qui dit justement adorer le travail de cet artiste, c'est pour vous, voilà. Ah, mais le dessin est beau, puis il y a une moto, donc du coup j'ai envie de lire. Il y a une moto et il y a un ours. Oui, je l'ai vu, je vais pas le dire du coup. Voilà, il y a une moto, il y a un ours et le dessin est plutôt cool. Trois bonnes raisons de se procurer. Non, vraiment, blague à part, j'aime beaucoup ce type de... J'aime beaucoup ce genre d'ambiance en fait, et le dessin est vachement cool. Je vous montre une dernière page quand même, histoire de vous convaincre. En fait, vraiment, ça permet d'apprécier dans le détail tout le travail de l'artiste. Moi, j'avais pu apprécier d'ailleurs, parce que j'étais allée à l'exposition à Angoulême l'année où il y avait eu... En 2000, si je me rappelle bien. En 2018 un truc comme ça. C'était une face, c'est pour ça. Donc, ouais. C'était une fois où j'étais venue et en fait, coup de bol, à l'espace Franquin, c'était à l'espace Franquin et j'avais pu profiter et c'était fabuleux, une immersion incroyable dans son univers. Et là, de pouvoir les avoir dans cette taille-là, à mon avis, vraiment, c'est rendre hommage à son travail, à son talent et faire plaisir évidemment aux fans qui vont un peu vite en besogne. Hein. Aposisme, peut-être qu'on fait d'abord tous les autres. On fait déjà effectivement d'abord Biomega et ce qu'il faut bien voir aussi, garder en tête, c'est que Biomega existe dans ce format-là au Japon. Donc comme cette édition existait au Japon, on a pu acquérir les droits pour proposer cette édition. Pour le moment, Aposisme, la planète des marionnettes ou même Aposisme, la planète des marionnettes ou même je crois Knights of Sidonia qui est sa série précédente n'existe pas encore dans ce format. Donc il y a aussi des réflexions. Certes, bien évidemment, idéalement, toute l'œuvre de Nihei se savoure dans un format comme celui-ci, mais on suit également la manière dont l'œuvre est mise en avant au Japon. Il y a combien de tomes en tout pour Biomega? 3. Dans cette version-là, il y en aura 3. Donc août, j'ai vu, et novembre le dernier. Exactement. Il y a un petit visuel qui était passé tout à l'heure. Voilà, magnifique. Il y a toujours la moto. La moto, j'achète. Alors peut-être tome 3, peut-être moins, mais du coup, parce qu'il n'y a pas la moto, mais c'est pas grave, il est beau. Donc, si, il est caché en haut du haricot magique, là. Ah, exact, voilà, c'est bon. Quoi, là mais s'il a petit 3 fois. La moto 3 fois, c'est 3 fois oui. Voilà. J'ai les 3 motos. Non, mais... C'est une collection de motos, c'est incroyable. On dirait que c'est un peu facile en fait, donc il suffit qu'il y ait une moto. Non, c'est pas si facile que ça. C'est parce que je l'ai ouvert avant le début de l'émission, je trouvais que le dessin était très très bien, et puis les histoires comme ça, j'aime beaucoup. Donc, voilà. T'as commencé Akira grâce à la moto, c'est ça? Pardon? T'as commencé Akira grâce à la moto, c'est ça? Est-ce que je dois le dire? Oui, c'est vrai, oui. J'ai presque envie de lui dire bien joué, c'est le bon éditeur aussi. Ah, nice. Nice. Après, il suffit que quelqu'un dans le chat qui commence à poser la question. Et d'ailleurs, le coffret collector. J'avais dit que ça. Et d'ailleurs, le coffret collector, du coup. Parce que c'est un coffret qui est extrêmement, vraiment apprécié des gens. Oui. J'ai la chance d'avoir pu en acheter un il y a quelques années en cadeau de Noël. Et c'est vrai que du coup, ça se fait un peu rare. Hein. Mais peut-être, si vous êtes sage, à l'occasion, ça reviendra. C'est très possible. Il faut toujours croire en ses rêves, sachez-le, c'est important. Il y a beaucoup de choses pas précises dans cette réponse. C'est l'art de répondre sans rien promettre. C'est du talent, Non, rien promettre. J'ai fait mon deuil total, j'ai décidé que c'était mort et qu'il fallait que j'accepte et que je laisse partir.
comme on doit le faire avec son Alors, ex-femme. Pour le coffret Akira, et d'une manière générale, hein, pour les coffrets, on est lié par les impératifs de fabrication. C'est-à-dire qu'un coffret comme ça, c'est aussi un prix de vente assez conséquent. Donc, ce ne sont pas des coffrets, on va dire, qu'on peut proposer en vente tout au long de l'année. Ce qui explique qu'en fait, on propose un tirage et que à partir du moment où le tirage, on va dire, est en rupture, on ne le réimprime pas tout de suite parce qu'on sait, imaginons que le tirage tombe en rupture en février, il n'y a pas de réelle pertinence de le réimprimer en mars ou avril parce que de toute façon, on sait que les lecteurs ne seront pas là. Ça, c'est le premier élément. Donc, ce qui fait aussi que du coup, des coffrets comme le coffret Akira, vous les avez très souvent en fin d'année, puisqu'on sait que c'est là qu'il y a un achat de coffret. Après, il y a un autre élément qui est que, curieusement, les fêtes de fin d'année font qu'il y a beaucoup de coffrets qui sortent et que, on va dire, doit y avoir des arbitrages qui doivent être faits. Parce que, évidemment, nous, on pourrait dire, OK, on a fait plein de coffrets, on va sortir tous les coffrets. Mais c'est pour que le libraire dise, je suis désolé, je n'ai pas la trésorerie pour prendre tous les coffrets que tu me proposes et du coup pour les commercialiser. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc, c'est pour ça que chaque année, on a des arbitrages. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'au niveau du coffret Akira, il n'est pas épuisé. Il y a ce qu'on appelle une réimpression sans date, c'est qu'en fonction des arbitrages, on ressortira très probablement le coffret Akira, très certainement pour une fin d'année, laquelle, ça reste encore à déterminer. Il y a un système d'année, une année sans, une année avec, par rapport aux libraires et tout. Peut y avoir des systèmes comme ça, une année sans, une année avec, ou alors simplement se dire, cette année, on a déjà 3 autres coffrets de prévus, donc ça sert à rien d'en rajouter un quatrième. Donc il n'y a pas de règle absolue. Je ne peux pas vous dire, les années paires, vous avez un coffret Akira, les années impaires, vous n'avez pas. Ce qu'il faut simplement savoir, c'est que c'est un coffret qu'on a l'habitude et qu'on compte réimprimer. Du coup, question, c'est une bonne année ou pas cette année? C'est pour ça que je disais, je ne peux pas vous le dire. On est en mai. Cours de réflexion. On est en mai. Écoutez, ça a commencé comme une blague et on a eu une réponse très professionnelle et très instruite pour le coup sur le fonctionnement de l'industrie de l'édition. Donc, merci beaucoup, monsieur Benoît. Merci beaucoup. Apparemment, c'est le message indiqué là dans Il est toujours bon de faire des rappels. L'émission Glénat Manga Live, c'est l'occasion quand on a quelqu'un justement de l'édition à nos côtés qui peut répondre, qui peut apporter évidemment quelques lumières sur comment ça se passe, mais aussi sur des pistes genre comptez pas dessus cette année ou ce genre de choses. Voilà, mais ne désespérez pas. Ne désespérez jamais, jamais. Comme par exemple dans Tokyo Revengers 24. Non, je l'ai pas lu, c'est pas vrai, parce que je l'ai pas encore récupéré. Mais je sais, grâce à notre incroyable CM qui s'occupe des réseaux sociaux, qu'apparemment il y aurait un nouveau personnage dans ce tome 24 et cela me trigger énormément. Je me dis, quoi, un nouveau personnage? Encore? Mais il faut vous calmer, monsieur. Kanwakui, il nous faut encore un character book. Il faut parce que... Il y a plusieurs character books qui sont ça parus au arrête Japon, plus. effectivement. On a besoin des character Donc, books. Mais la couverture est tellement incroyable de ce tome 24. Oui. Oh. Et là, en fait, avec ce tome 24, on débute dans justement l'arc final, c'est-à-dire qu'il avait été annoncé dans les tomes d'avant, comme quoi il allait avoir une sorte de très grande bataille et tout. Et là, vraiment, on plonge dedans et on réalise déjà tous les retournements de situation, tous les changements de timeline auxquels Takemichi a été confronté. Et malgré ça, ça ne suffit pas. Il retourne encore pour tenir les promesses qu'il a faites. Et on a certes des nouveaux personnages, des nouveaux changements, mais surtout, on a quand même la joie de suivre Takemichi et de dire ne lâche pas. Ok, donc peut-être je repars avec voilà. Voilà, peut-être, on va voir. Mais du coup, je suis hyper intriguée. T'as déjà le coffret Akira, peuvent tout avoir. Attends, quand même. Oh. Et là, il a remis ça sur le tapis. Une balle perdue ou hyper bien visée? Je sais pas. C'était pas gentil. Oh. T'as vu comment il est? T'as vu, Hermite? Oh là là. Heureusement que t'es là, Hermite. Hein. C'est que de l'amour. Je suis kawaii, moi. Tu as la barbe la plus kawaii qu'il m'a été donné de voir. C'est vrai. C'est vrai, je me dis, c'est vrai. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure du monde de l'édition. Si jamais vous voulez évidemment vous-même vous plonger à l'intérieur, alors pas de celle de la France, mais de celle du Japon, il y a évidemment le manga Réimp qui en est déjà à son 8e volume. Et on continue d'avancer avec notre héroïne, toujours aussi lumineuse et solaire, qui va dans des aventures et qui vous montre vraiment l'envers du décor, mais de A à Z, des postes qu'on soupçonnait pas forcément. Vraiment, moi je me disais que je connaissais un peu, mais en fait j'en apprends tout le temps. Et c'est un vrai coup de cœur de la rédaction ici. Enfin, de la rédaction, c'est l'édito plutôt, mais la rédaction c'est pour les magazines. C'est parce que c'est un coup de cœur pour les gens de mon émission qui s'appelle Le Cri du Mochi. Et du coup, comme je sais qu'à chaque fois que le nouveau tome sort, il y a plusieurs chroniqueurs qui sont en mode « Je vais faire la mini-review sur les réseaux sociaux, laissez-moi la faire !» Je sais.
je sais. Donc n'hésitez pas évidemment à continuer à regarder. Attends, on peut même montrer un petit peu à l'intérieur comment c'est. Oh, mais c'est une très très jolie double page. S'il y a des gens qui auraient feuilleté ça au début, à la sortie du tome 1, vous allez être bluffés. Parce qu'il y a une sacrée évolution, n'empêche, en 8 volumes. Ensuite, nous avons évidemment Mao. Mao, exactement. Mao. Rumiko Takahashi Forever. Voilà, toujours. Exactement. Donc l'histoire se poursuit où cette fois-ci on s'intéresse davantage au passé d'un des membres du nouveau clan. On s'intéresse à Renji. Donc vous avez, alors je vous rassure, hein, c'est pas simplement un très grand flashback, mais comme on se pose toujours la question des oppositions, qu'est-ce qu'ils en veulent, pourquoi est-ce qu'ils cherchent tel ou tel objet. Là vous avez justement des éléments de réponse, et comme c'est du Rumiko Takahashi, eh bien l'histoire se déploie, mais elle est surtout très agréable et extrêmement claire à lire. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez des histoires de voyage, de changement de dimension entre le monde de Mao et puis le monde de l'héroïne que vous êtes perdu. Au contraire, vous êtes presque pris par la main et ça reste un régal à lire. On a une petite question sur le chat que j'aurais pu voir si je regardais le chat tout à l'heure, parce que ça tombait bien, une question par rapport à un titre qui apparemment n'est pas disponible. Il demande si une réimpression arrivera, le Character Book numéro 1 de Bleach. On est en rupture de stock là-dessus. Character Book numéro 1 de Bleach, logiquement devrait être en réimpression. J'ai pas la date en tête. Lui, il n'y a pas de raison particulière. Donc, normalement, il devrait être en réimpression, mais précisément pourquoi, je pourrais pas dire. Voilà, sinon, il suffit de le demander au libraire, de le commander, à moins que la tentative ait été faite et que la personne ait dit il n'y en a pas pour l'instant, je ne peux pas le commander. Mais sinon, il suffit en général, parfois on n'y pense pas forcément, mais il suffit de demander au libraire, il peut passer la commande directement à l'éditeur. Un système de diffusion mis en place exceptionnel dans notre pays qui permet du coup ensuite de récupérer chez votre libraire préféré le manga que vous voulez. Et enfin, le dernier tome, celui-ci, la nouveauté de la semaine, c'est évidemment Six Game, avec un chara-design intéressant qui personnellement me fait penser à d'autres artistes et du coup je suis un peu bloquée là-dessus, mais l'histoire n'a rien à voir évidemment. Je ne sais pas si parmi tous les gens qui nous regardent, vous avez déjà lu une œuvre qui parle à tous les otaku qui s'appellerait Genshiken, mais alors littéralement ici on est sur un cosplay d'un des personnages, le héros, voilà ici. On en parlait tout à l'heure justement avec Hermite Moderne qui quand je lui ai fait la remarque, il m'a dit mais c'est littéralement lui. C'est même au niveau un peu de la gestuelle, du comportement, donc je me demande si par hasard Shin Yamamoto ne se serait pas inspiré de ce personnage de quand il était plus jeune, puisque du coup je ne sais même pas quel âge a ce mangaka, mais son univers est extrêmement intéressant puisqu'il est vraiment porté par le jeu vidéo dans sa globalité. Faut savoir que c'est un artiste qui a débuté sa carrière avec des adaptations en manga de jeux vidéo, comme par exemple Monster Hunter, très grosse licence de jeux vidéo. C'est une adaptation humoristique a priori par laquelle il a débuté, et il en a fait d'autres, dont par exemple Sekiro, pour les gens qui s'y connaissent en jeu vidéo, pour vous dire que vraiment le jeu vidéo, je pense que c'est quelque chose qu'il doit aimer, ou alors sinon le destin a frappé vraiment très très fort et à plusieurs reprises. Il s'occupe vachement mal de ce qu'il aime pas. T'as vu? C'est ça qui est un peu fou, quoi. Et du coup, ici, dans Six Game, ça ne va pas être une adaptation de jeu vidéo. Oui, dis-moi. C'est lui. On le voit ou pas? Madarame? C'est Madarame? C'est lui. Voilà. On cherchait à qui il ressemblait. Voilà, je voulais le montrer au public. C'est lui, mais en plus jeune. Voilà, il fallait que les gens le savent. Mais c'est qui? C'est qui? J'arrive pas à reconnaître, moi. Mais c'est toi qui dis que... Mais t'arrives pas à reconnaître, c'est Madarame, oui. Tu disais que le héros, il ressemblait à... Là, sur ton image, je comprends pas. Pourquoi il a la classe? Oui, il a la classe, je sais pas, j'ai trouvé la seule image classe de lui, mais fallait bien un peu comparer. Désolé, je t'ai coupé dans ton... C'est bizarre cette image, je le reconnaissais pas, j'ai cru que c'était un Johnny's dessiné. Pour te dire... C'est pas gentil pour Madarame, genre, ah mais il est trop beau, j'arrive pas à le reconnaître, genre, c'est terrible. Quelle horreur, oh là là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça veut dire, Caroline?
Ça n'allait pas du tout avec ce que j'avais en tête. Mais quoi qu'il en soit, sachez que donc dans ce manga Six Game, on reste dans l'univers du jeu vidéo, mais pas du tout d'une manière finalement qui est semblable à ce qu'on a pu voir dans d'autres séries, parce que vous savez que finalement tout ce qui est un peu des concepts de death game, etc., c'est très très répandu, mais là on est sur quelque chose de totalement différent, puisqu'en fait on va effectivement avoir un jeu qui va se développer à partir d'un smartphone, et ça c'est peut-être on a déjà vu. Par contre, on ne va pas passer dans un autre monde, on ne va pas entrer dans un jeu vidéo, ça va être totalement intégré. C'est de la réalité augmentée, mais un peu extrême sur les bords. Le jeu vidéo vient à nous, quoi. C'est ça. Voilà, dans le manga. Exactement. Si je peux me permettre. Mais c'est totalement ça. Et du coup, je trouve que cette manière de concevoir du coup le jeu à travers cette histoire est vachement intéressante et originale. Et en plus, petit argument supplémentaire, cette série ne fait que 3 tomes. Bonjour les petits porte-monnaies. Ça c'est pour vous. Parce que je sais qu'en fait, en vrai, à chaque fois que je parle d'une nouvelle série sur n'importe quelle émission, les gens me demandent: c'est fini au Japon? Il y a combien de volumes? Voilà. C'est incroyable, c'est vraiment frame 1, alors que ça pourrait être: est-ce que c'est violent? C'est aussi pour savoir si tu dois faire de la place sur la bibliothèque ou pas. Mais j'imagine que c'est une vraie problématique, c'est important, bien entendu. Bonjour. Et donc, j'ai une étagère extrêmement petite. Je la place que pour 3 mangas, exactement 3 mangas. Dites-moi combien il y a de tomes, s'il vous plaît. Ben, oui, yes. Il fait 3 mangas, voilà. C'est parfait. Voilà. Oui. Si on avait des sons, j'aurais voulu des petits feux d'artifice. Yahoo! Ça va être un argument de com' à valider pour les petites bibliothèques. Vous avez de la place que pour 3 mangas, c'est parfait. N'en achetez pas d'autres. On va réfléchir à mettre des gabarits sur les jaquettes. Cela prendra finalement tant de place dans votre bibliothèque. C'est ça. Il y a des questions sur le chat qui ont encore popé. Il y a Barry la fraise. J'aime bien Barry la fraise comme pseudo. Petite question qui me turlupine: est-ce qu'il y aurait une parfaite édition de Berserk dans les tuyaux? Pardon, je rigole. Mais c'est pas parce que la question n'a pas lieu d'être, c'est parce que c'est inattendu. C'est inattendu comme question. On a ouvert les vannes avec Akira et maintenant tout le monde veut savoir quand sort le prochain truc rare. Il y a une porte qui s'est entrouverte, tu as répondu, tu as donné beaucoup d'espoir à plein de gens, dont moi, sache-le. Voilà. Donc dans ma tête, décembre est coché. Voilà. Mais sinon, Marie la fraise, en vrai, il y a une édition collector de luxe Ultimate à $50 le volume aux États-Unis. C'était pas la question qu'il a posée. Non. Est-ce qu'il y en aura une en France? Le truc c'est que, en fait, il y a une règle, je sais pas si elle est établie dans chaque maison d'édition, mais je sais qu'à Glénat, et ça fait un moment que je travaille avec eux, tant qu'une série n'est pas terminée, on fait pas 45 éditions différentes. Donc, tant que la série n'est pas finie, je pense que ça va pas être tout de suite dans les tuyaux. Là, t'étais bien. C'est ça. T'as bien répondu précisément, des réponses précises. Parce que là, j'avais Barry apprend l'anglais. J'apporte juste un élément mais complémentaire, je parce que t'en tu as tout à fait raison. Parce que lorsque justement, je crois que c'est Dark Horse qui a sorti justement son édition aux États-Unis, on a eu très souvent des demandes sur est-ce que vous allez la faire, etc. Et en fait, ce qu'on avait pu constater, c'est que finalement, l'édition américaine se consacrait sur les premiers volumes, et genre peut-être 3 ou 4 premiers volumes, et puis ensuite, il n'y avait rien. Et nous, notre point de vue, c'est qu'on sait que les lecteurs de manga sont très attachés au livre en tant que forme, en tant qu'objet, et qu'on ne pouvait pas se lancer en disant, on fait que 3 volumes, et puis après, le reste de la série, vous passez sur un format classique. Donc, on ne voulait pas justement créer cette déception. Mais dans le même temps, si justement, comme disait Caroline, on était parti sur un format parfait en disant, ok, on propose une nouvelle édition, on se serait retrouvé confronté à un autre problème qui est que, avant même bien évidemment le décès tragique de l'auteur, on se sera trouvé confronté à un problème qui est que lorsque sort un tome au Japon, sous quelle forme on le propose? C'est-à-dire que si par exemple on avait proposé des éditions perfectes avec sous la forme de volume double, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sortira un volume perfect genre tous les 2 volumes quand on a rattrapé la parution japonaise, un volume perfect d'un demi-tome. Donc c'est pour ça qu'on préfère justement attendre qu'une série soit complète. Comme ça, une fois que la série est complète, on peut réfléchir posément à l'offre éditoriale dans son ensemble, avant ensuite de la proposer au lecteur et au libraire. On va falloir, en gros la réponse, c'est falloir patienter, Barry la fraise. Voilà. Prends l'anglais. Voilà, c'est la réponse courte. Voilà. Mais sinon, il existe la version numérique si tu veux garder la place dans ta bibliothèque pour une édition collector un jour. Spoiler, ce sera pas 3 tomes. Voilà. Non. Du coup, là, tu dois par contre prévoir le porte-monnaie un peu plus large que pour 3 volumes. Parce que là, effectivement... Mais ça vaut le coup. Il y a des quantités, mais en même temps, quel incroyable voyage, j'ai envie de vous dire. Berserk, c'est fabuleux. Ce qui est
un peu différent quand même dans cette histoire, même si je dois bien avouer que entre les monstres qu'on peut retrouver dans Berserk et les créatures étranges qu'on retrouve dans Six Game, on peut trouver quelques petites connexions. Mais le graphisme n'a évidemment rien à voir. On est sur deux artistes qui sont totalement différents. Et ici, on n'est pas du tout dans de la dark fantasy. On est plutôt dans une espèce de SF, puisque bon, voilà, on est dans notre réalité. Et on va tout simplement s'amuser à jouer à des jeux où la mort, on la frôle constamment. Puisque, en fait, on va donc se retrouver avec ces deux frères qui, déjà, de base, sont dans une situation extrêmement tragique. Ils n'ont plus de parents. Ils sont littéralement voués à eux-mêmes. Et tout à coup, du jour au lendemain, un tas de situations... C'est la vraie définition de la crise, la vraie. Ah bah, ils sont dans une ils ont rien, crise... Ils perdent tout d'un coup. Oui, c'est-à-dire que le frère qui a 20 ans, il va perdre le seul job qu'ils avaient pour pouvoir survivre. Et du jour au lendemain, on leur apprend que le bâtiment dans lequel ils vivent, c'est un taudis d'ailleurs, il faut le savoir, il va être détruit, puisque justement c'est un taudis. Donc ils se retrouvent littéralement à la rue, dans une petite camionnette, et il va leur arriver plein d'autres petits malheurs, jusqu'au moment où... d'un seul coup, sur le téléphone portable, le seul qu'il possède pour deux, il va y avoir cette annonce d'un jeu qui permet de gagner de l'argent, et l'argent, ils en ont terriblement besoin. Et ils vont lancer le jeu, parce qu'après tout, qui ne tente rien, on peut regarder, hein, c'est qu'un téléchargement, et puis des conditions d'utilisation à accepter rapidement. Que personne ne lit. Que personne ne lit. Jamais. Jamais. C'est totalement... Voilà, on s'en proche des héros, hein, ceci 100% authentique, hein, vraiment. Le moment où il dit tu lis, non, vas-y, c'est bon, passe, accepte. Accepte, va plus vite. Et du coup, nos deux héros qu'on rencontre donc dès le début de l'histoire vont se retrouver confrontés à... Alors attendez, que je retrouve son nom parce que son nom est fabuleux. Alors, on peut vous montrer lui, voilà, c'est le premier qu'on rencontre. Ils n'arrêtent pas de l'appeler la vache, mais c'est un taureau. Voilà. C'est un taureau. Je me rappelle plus c'est quoi son. Tu l'as sur le truc, je crois. L'étalon du labyrinthe, je crois. Voilà, l'étalon du labyrinthe. Oh, qu'est-ce que t'es fort. Mais donc c'est pas un taureau. L'étalon dévastateur du labyrinthe. Mais si c'est un taureau, c'est un étalon taureau. Enfin bref, l'étalon dévastateur du labyrinthe. Et on a ici, vous voyez, la somme que va leur rapporter effectivement la destruction de cette créature. Et pour cela. Évidemment, ils ne vont pas le faire à main nue. Le téléphone, hein, l'application qui leur permet de voir cette créature apparaître d'un seul coup sous leurs yeux, va leur fournir également des armes. Et on va très vite comprendre tout le système qui se met en place pour pouvoir vaincre ces créatures qui sont des espèces de mondes. Et un truc qui est très cool dans ce manga, c'est que du coup, à la fin, vous avez une espèce de petit récap des différentes créatures qu'on a rencontrées. On a des très belles doubles pages d'ailleurs. Ça fait d'ailleurs très carte game. Dans l'idée. Voilà. En vrai. Ouais, mais en fait, il y a la même chose dans Shangri-La Frontière quand tu rencontres des boss, etc. Bah, du coup, à la fin du chapitre, tu as la page de description, la fiche, voilà. Ses capacités spéciales. Le fantôme du jardin du vent, le poulet destructeur qui bat des ailes dans le désert. Celui-là, c'est quelqu'un. Hein. Le poulet destructeur, tu verras plus jamais ton bucket de la même façon. Tu sais, pour faire classe, j'aurais appelé ça un cocatrice, tu sais, pour faire mythologique, mais poulet, c'est plus marrant. Il a raison en vrai. Ceci étant, ce qu'on découvre aussi dans ce tome, c'est que le nom qui est donné aux créatures a une signification, non pas simplement dire que c'est un poulet, etc. Mais voilà, si on a aussi des noms à rallonge comme ça, c'est parce que c'est une implication justement dans le Six Game. Et du coup, on va rentrer beaucoup plus en détail dans l'univers de ce manga grâce au focus. Nous venons juste de vous présenter l'œuvre, maintenant on va en parler un peu plus en détail encore. Au-delà du nom intéressant de ces différentes créatures qu'on peut rencontrer dans cet univers, je voudrais un petit peu prendre la température du coup de mes invités par rapport à la lecture de ce premier volume, et après on va peut-être un peu échanger autour de tout ça. On va commencer par Nanix, qui est juste ici. Tu dois dire quoi? Qu'est-ce que tu as pensé de cette lecture, de ce premier volume? C'était bien, question suivante. Non, c'était très cool. Alors... Non mais alors c'était très cool. T'es en train d'apprendre ou voilà, non, je vais expliquer. C'était très cool. Franchement j'ai bien aimé. En plus le côté réalité augmentée, les noms à rallonge. Ça me rappelle plein de boss sur des jeux que t'affrontes et qui ont des noms parfois imprononçables, etc. Avec une mythologie bien particulière. J'aime beaucoup aussi l'évolution, la relation qu'on a nous lecteurs avec les personnages. Après, et c'est ce que je disais un peu en off au CM du coup. Je disais mais
j'ai besoin d'un tome 2. En fait, pour donner de la valeur réelle, pour moi, hein, je vais mouiller, pour donner de la valeur réelle à ce tome 1 au potentiel de cette œuvre, je rappelle que c'est en 3 tomes, petit budget, petite place sur la bibliothèque évidemment. J'ai besoin d'avoir un tome 2 parce que, en fait, je suis au stade où, pour moi, l'aventure n'a pas encore vraiment démarré. C'est-à-dire que on est sur une intro. Voilà, on est sur clairement le tome 1. C'est l'introduction, donc pour moi, c'est un peu difficile d'évaluer vraiment Six Game. Il y a des éléments qui sont intéressants. Bon, alors, je remonte la couverture. Clairement, le frangin des deux qui a le potentiel, entre guillemets, caché, on va dire que c'est lui. Parce qu'il est assez mystérieux, assez taiseux aussi sur certains points, et au fur et à mesure du tome, voilà, il se passe des choses, on n'est pas là pour spoiler, pour ceux qui n'ont pas lu, mais il se passe des choses qui vont faire qu'on se dit, oula, mais lui, il est pas un peu cassé, quoi. Il est d'ailleurs un peu broken, très clairement, puis il se passe quelque chose entre les frangins aussi, qui fait que lui est obligé un petit peu de sortir de sa zone de confort et de sa réserve. On nous montre pas mal de choses, on nous montre des monstres, on nous parle de l'application, et évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que lorsqu'on vous montre sur une case de manga un élément sur lequel on revient une deuxième fois, on ne revient plus, c'est que c'est important, notamment les conditions générales d'utilisation, voilà, dont on parlera je pense dans le tome 2, dans le tome 3, mais qui auront leur importance. Et puis le côté thune, parce qu'en réalité, c'est une course à la dèche non-stop dans ce manga. Ils arrivent, ils n'ont pas d'oseille, ils ont quand même la prouesse d'arriver à s'endetter, plus avance, plus s'endette. Chose qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a une prime, du coup, sur la tête de chaque monstre, mais en vrai, je trouve que c'est un bon pied de nez au monde des super-héros. Oui, dans les super-héros, vous le savez, lorsqu'ils pètent un truc, ou même dans d'autres shoujo, quand ils pètent des décors, les assurances, c'est pas pour eux. Voilà, on pète un immeuble, c'est pas pour vous, la voiture, elle est pétée, c'est pas pour vous, etc. Là, chaque élément du décor, cassé, immeuble, vitre, pété, c'est des dédommagements, en fait. Et donc, du coup, on le retire directement de la prime. Et puis après, il y a d'autres choses qui se font, si on fait la mission tout seul, si on n'est pas tout seul. Bref, j'aime beaucoup, et je trouve qu'à la fin de ce tome, pour moi, il y a deux choses. C'est, ok, l'application, ça sent le foin, il y a un truc bizarre, Le frangin qui parle pas trop, il est cassé. Et dernier élément, c'est à quel moment ils vont s'en sortir, en fait, parce que ça va jamais. Plus ça va. Pour toi, on est sur un espèce de cercle un peu vicieux, quoi. C'est plus dans le malus, quoi. Voilà, ils sont dans un cercle vicieux dans lequel ils sont obligés d'accepter les missions, toujours un peu plus, pour gratter de l'oseille, mais ça se passe toujours de moins en moins bien. Donc voilà. Il y a des surprises quand même dans ce premier volume. Hermite, toi, de ton côté, est-ce que tu es totalement en accord avec les propos de Nanix ? Je suis plutôt en accord, j'ai bien aimé la remarque sur les dégâts collatéraux. Bon, ma théorie personnelle dans les films de super-héros, c'est que à chaque fois qu'il y a des immeubles qui sont pétés, c'est Batman et Iron Man qui payent tout, en fait, avec leur fortune, sinon je vois pas à quoi ils servent. Mais c'est vrai que pour le coup, il y a un sens de la responsabilité qui est très intéressante dans le fait qu'on prend en compte les dégâts collatéraux, et on voit à quel point ça peut impacter la vie et la stabilité des personnages. Parmi quelques remarques supplémentaires que j'aimerais ajouter sur ce manga, notamment sur le côté gaming, qui est le grand thème de notre émission. Premièrement, comme l'a bien fait remarquer Nanix, il y a le côté un peu broken du personnage de Madarame Junior, ici, vous voyez, attends, parce que je me vois au miroir, voilà, ils sont pétés de rire. Et pour le coup, ce personnage, c'est vrai qu'il a un côté très dissocié, en fait. On dirait qu'il est totalement déphasé avec lui-même. Il est en train de vivre, en fait, la réalité autour de lui, comme si il n'était pas concerné, comme s'il était à l'extérieur, en fait, de sa propre vie. Et c'est vrai que c'est un état mental qu'on voit beaucoup dans les jeux vidéo, parce que on a le recul, en tant que joueur, d'être à la fois immergé, mais d'être à la fois dissocié, parce que techniquement, on contrôle un avatar qui est un peu loin de nous, qui est devant nous, qui agit pour nous, mais on n'est pas totalement lui non plus. Et je me demande si dans sa tête, il est en mode c'est pas vraiment moi, c'est pas vraiment ma vie, c'est pas vraiment moi qui fais ces choses, en fait. Il y a peut-être un trauma, il y a quelque chose qui fait qu'en tout cas, il se ferme émotionnellement, et il a l'air d'être dans un état de « Ah, il y a des monstres, ok, bon ben, faut faire le travail, hein. » Le deuxième truc très intéressant par rapport aux jeux vidéo aussi, c'est que effectivement, ça parle beaucoup avec des préoccupations de jeunesse qu'on a actuellement, après différentes crises économiques que nous avons essuyées à travers différentes générations, et après avoir établi que le monde était extrêmement complexe et extrêmement anxiogène, il y a quelque chose de très rassurant dans le jeu vidéo. Il y a quelque chose qui fait que
on peut avoir un objectif clair. Dans un jeu vidéo, c'est tutoriel, mission, tu remplis la mission, tu as une récompense directe. Alors que, disons, dans le reste de l'aspect de notre existence, on doit composer avec des tonnes d'éléments extrêmement compliqués qui interagissent les uns avec les autres. D'ailleurs, ils le font remarquer au début du manga. En fait, le monde est composé de différents programmes comme un jeu géant. Là, pour le coup, c'est vrai qu'il y a peut-être ce besoin de se lancer dans quelque chose de plus simple, d'avoir une mission claire et d'aller de l'avant, et à la fin, t'as le fric. C'est peut-être pour ça aussi que tout ce qui est histoire de isekai qui ressemble à des RPG ou à des MMO, ça a autant de succès aussi, pour la simplicité d'objectifs et pour la volonté de puissance, bien sûr. Et le troisième truc en rapport avec le gaming qui était intéressant, je trouve, c'est que même dans le gaming, parfois, on ne s'amuse pas. Parfois, c'est extrêmement sérieux. Il y a ce qu'on appelle une gig economy dans le gaming. Il y a vraiment, pour beaucoup de gens, maintenant, le gaming, c'est un job. Il y a de la performance, il y a des monstres, il y a de la fantaisie, on collecte des super armes, mais ça reste un petit boulot à côté d'un autre. Il y a un côté un petit peu, peut-être qu'ils font un peu du e-sport, mais sauf qu'ils risquent de mourir, en fait. Comme un vrai sport, finalement. Donc, il était temps, j'ai envie de dire. Et pour le coup, eh bien, on voit vraiment qu'ils ne s'amusent pas, ces personnages. Ils sont vraiment dans des situations anxiogènes et c'est normal, mais pour le coup, c'est vraiment un gaming non amusant où c'est vraiment très très basé sur... En fait, on est plus dans des missions manpower très dangereuses ou du Uber plutôt que vraiment du gaming, en fait. Mais c'est une réalité qui existe aussi de nos jours. Et là-dessus, j'ai trouvé ça intéressant. J'aime bien la ref à manpower. Mais juste pour rebondir sur ce que disait, Oui. ce que disait Hermite, c'est Oui. que en fait, le jeu vidéo aujourd'hui, bon, on sait, c'est politique. C'est-à-dire que soit on s'en sert en termes de com, soit on s'en sert pour créer des communautés, rapprocher des communautés, rajeunir des communautés. C'est pas pour rien qu'on en parle. On en a parlé à un moment donné au JO sur la forme de l'e-sport, etc., etc. Tu parlais du fait de gagner son argent. Et en fait, là, bah, tu vois que le jeu vidéo est porteur d'espoir. C'est la merde partout. Eux, ils sont dans une mélasse pas possible. C'est le jeu vidéo qui les sort de là, en fait. Il n'y a que le jeu vidéo, c'est-à-dire qu'il y a 1 milliard de jobs dans le monde, mais le seul qui est accessible, dans lequel tu comprends qu'ils n'ont pas le temps de passer des entretiens d'embauche, pas le temps de sortir des diplômes, pas le temps de traverser le pays pour une application, boum, je me lance, j'ai un contrat et presque. Bah, c'est là aussi où le manga je dis un fort potentiel, j'attends vraiment le tome 2 pour pouvoir l'évaluer, c'est que c'est simple et c'est tellement simple que ça en devient dangereux. Et on parle et quelque part, je sais pas, à voir dans les 2 tomes suivants, est-ce que c'est pas non plus une critique un petit peu de la pratique du jeu vidéo qui est parfois faite sans contrôle parental, qui est faite avec beaucoup d'accès aujourd'hui, n'importe qui avec son smartphone peut jouer littéralement à un jeu vidéo et parfois se retrouve avec oh mince j'ai tant de dépenses sur mon compte, j'avais pas vu que c'était un gacha ou j'avais pas vu ceci cela ou j'ai pas vu quand prenant cet item ou cette potion ou ce pouvoir j'ai littéralement ruiné mon compte en banque par exemple ou les économies du mois, donc ça je trouve les dépenses imprévues. Voilà, dépenses imprévues, voilà, tout à fait. Donc je trouve ça, alors que j'aurais mis dans le collecteur des cartes. C'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour ça, je trouve ça très très bien. Et le côté aussi, pas boring, mais ouais, le jeu vidéo, c'est pas drôle. Il se passe un truc qui fait qu'à un moment donné, bah, notre ami Broken, il se rend compte que, bah, en fait, il est obligé de reconnecter à la réalité parce qu'il se rend compte que, ok, c'est du jeu vidéo, mais voilà, pas. C'est pas que du jeu vidéo. Dans Six Games, en tout cas, c'est pas que du jeu vidéo du tout. Mais en fait, vous avez tous abordé effectivement le côté broken. J'aime bien cette expression, donc je la reprends aussi. Le côté broken du héros principal, on va dire, hein, celui qui vraiment est un peu la tête pensante du duo. Et réfléchit un peu plus que son alors c'est le plus jeune. Ouais, voilà, qui est full spontané. Son frère, il fonce, et lui, il est un petit peu plus en retrait, effectivement. Ouais. Ça, c'est, moi, il y a 2 autres éléments que j'ai retenus de Six Games. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Le premier, c'est qu'en fait, donc, c'est un jeu vidéo, et c'est un jeu vidéo qui est multijoueur. C'est-à-dire qu'en fait, on voit dans le tome qu'en fait, il n'y a pas que eux qui jouent à ce jeu vidéo, mais qu'il y a aussi d'autres personnes, et qui peuvent être tout à la fois des alliés ou des ennemis. Donc, on n'est pas en mode... Il y a un côté concurrence, qui va se précipiter le premier sur la mission, voilà, etc. Il y a un côté concurrence, et ça, c'est toujours, je dirais, bien évidemment, ça fait partie des règles de base des jeux vidéo quand on joue en réseau. Mais du coup, il y a cette dimension. Et l'autre élément sur lequel moi, j'ai un peu bloqué, mais dans le bon sens du terme, c'est que tu disais effectivement au début, ils sont complètement dans la dèche, ils ont perdu leur maison, et la seule chose qui leur reste en fait, à part leur van, c'est leur téléphone. Et ce qui est vraiment très important en tête, c'est qu'on se dit, bah oui, c'est normal qu'ils aient un téléphone, s'ils n'ont pas le téléphone, ils ne peuvent pas jouer. Mais en fait, ça, on s'en rend compte également dans la vraie vie, c'est-à-dire que très souvent, on a des personnes qui disent, non mais franchement, t'as un téléphone, donc ça veut dire que c'est bon, t'es capable de vivre ta vie. Non, justement, c'est qu'en fait, le téléphone est un moyen de se connecter
connecté. Alors, à tout, je veux dire, aux réseaux sociaux, jeux vidéo, aux univers, ça fait ton compte en banque, ta sécu, voilà, tout. Et que même les personnes qui, du coup, sont, je dirais, rencontrent des difficultés, en fait, c'est pas qu'elles ont mis tout leur argent dans leur téléphone, c'est juste que le téléphone est leur moyen de connexion. Et ce que j'aime beaucoup dans 6ème, c'est qu'on a vraiment ce principe où ils ont tout perdu, sauf leur téléphone, et que en fait, moi j'en viens à me dire, mais le moment où ils perdront leur téléphone, c'est là où il y aura un vrai nœud, parce que comment est-ce qu'ils feront pour finalement rembourser leur dette? T'as la phrase à un moment donné où ils disent on est deux, on a qu'un smartphone pour deux. En plus. Voilà. Ça, c'est précisé dès le début, et je pense que ça, c'est une information qui nous permet de comprendre que c'est pour ça qu'ils vont se partager finalement les combats à travers ce même device, parce que peut-être que normalement pour les autres, c'est un téléphone, un joueur, et là, exceptionnellement, comme c'est tous les deux les propriétaires du téléphone, ils peuvent se passer la main, petit relais, comme ça. Tu disais quelque chose, Hermite ? Non, je disais pas quelque chose, mais comme on a donné l'occasion, je vais le faire du coup. C'est parti. C'est vrai que pour le coup, je suis très d'accord avec cet aspect que le téléphone, l'ordinateur, etc., c'est devenu des enjeux extrêmement importants pour tout le monde en fait. Comme tu dis, si on veut aller sur son compte en banque, il faut faire ça, mais aussi par exemple pour un rendez-vous, pour avoir à Pôle Emploi, faut aussi avoir un téléphone, un smartphone. Pour recevoir un mail d'embauche, il faut avoir un smartphone ou même un appel de son employeur, il faut avoir un smartphone. Pour énormément de choses sont déterminantes de nos jours, et c'est vrai qu'il y a beaucoup cette mentalité, comme l'a bien fait remarquer Benoît, que t'as un téléphone, ça va, tu vis bien alors. Et pour le coup, c'est vrai que ça a tenu une place extrêmement omniprésente, et c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on voit le rapprochement entre le gaming, le jeu de la mort et le téléphone de nos jours. Il y avait des très très bons mangas qui ont déjà commencé à introduire cet élément et le rendre important. J'ai parlé sur ma chaîne YouTube en l'occurrence, j'ai parlé de jeux de la mort et de smartphone avec par exemple des titres comme Darwin's Game ou des titres par exemple comme Dodds Hunt, qui sont chez d'autres éditeurs, je dirais pas lesquels parce que déjà j'en dis trop et c'est pas cool de faire ça chez Glénat, mais pour le coup, c'est vrai que l'aspect extrêmement omniprésent du téléphone, c'est non seulement un marqueur générationnel, mais c'est vrai que du coup, c'est devenu un impératif. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans beaucoup, généralement, de récits de fantasy ou d'horreur ou de fantastique, on essaye des fois d'éviter le téléphone parce que c'est un outil qui est trop pratique. C'est dans un film d'horreur, si vous êtes en danger, vous êtes en mode je vais prendre le téléphone et je vais appeler la police ou je vais appeler quelqu'un qui me raccompagne, et du coup il y a plus de film en fait. Mais en l'occurrence, on arrive maintenant à trouver des nouvelles idées, même dans des situations dangereuses, où le téléphone est un outil qui aide, mais qui est pas un outil magique qui résout tout en fait. Et je pense que c'est un des points de ce manga qui est très intéressant aussi. Pour le coup, le téléphone, c'est littéralement une arme. C'est ça qui aide à résoudre la situation, mais c'est pas non plus l'arme ultime, quoi. Il y a encore d'autres choses à régler. Mais moi, le téléphone, je le vois un petit peu, vous savez, comme l'équivalent dans ce manga des fameuses boîtes de dialogue qui peuvent apparaître dans d'autres mangas pour les héros, en fait, qui sont ou portés dans un autre monde ou intégrés dans des jeux vidéo, dans notre réalité. Enfin, c'est cette fameuse boîte de dialogue qui va être interactive, tu sais, on peut cliquer dessus et tout. Enfin, pour moi, le téléphone, dans ce contexte-là, ce qui le rend beaucoup plus réaliste, puisque c'est vraiment le device, comme tu dis, enfin, bientôt, je pense qu'on aura une petite puce intégrée sur la main. Et c'est vraiment l'équivalent, donc les gens y comprennent. C'est le fait de pouvoir tout faire effectivement avec ça, de la même manière qu'avec les boîtes de dialogue où on va pouvoir upgrader nos compétences, où on va pouvoir activer telle quête, etc. Pour moi, c'est vraiment un peu le même délire, puisque d'ailleurs c'est comme ça, c'est avec le téléphone qu'on va choisir le monstre, on peut voir la liste des missions, donc les différents mondes qui sont disponibles, et puis on va aller du coup choisir pour le coup le poulet là qui bat des ailes dans le désert. Le poulet destructeur qui bat des ailes dans le désert. Voilà, mais on peut le montrer d'ailleurs parce qu'il a une... Attends, on doit l'avoir en grand. Juste avant. On a... attends, en J'ai peut-être une théorie. Ouais. Je me demande si justement les noms à rallonge des monstres, c'est pas un peu une référence à tout ce qui est MMO ou tout ce qui est les jeux qui sont générés aléatoirement comme Diablo et ce genre de choses. Dans le premier Diablo, il me semble, les armes et certains monstres, ils avaient des noms générés aléatoirement pour signifier leur niveau de rareté, du style épée, vorpal, diamant, du désert, du vampire, et
et c'était un marqueur de puissance, c'était un marqueur de rareté, c'était un marqueur, c'était une bonne façon en fait de faire signifier que c'était une arme épique qu'il te la fallait absolument. Et je me demande si c'est pas quelque chose comme ça, si c'est pas des monstres où justement plus leur nom est long et ça fait un petit peu genre une suite d'adjectifs créés un peu mis au hasard l'un après l'autre, juste pour faire signifier, donner de l'importance en fait à ces monstres. J'ai envie de faire une interview, mais j'ai pas l'artiste sous la main, donc on est un peu bloqué. Mais j'avoue qu'il y a beaucoup de choses qui me font me questionner, car c'est vrai que par exemple les noms, ils disent, hein, ils expliquent, ils donnent quelques petits détails pour essayer de comprendre un peu justement ce système si complexe. C'est qu'apparemment plus les noms des créatures seraient longs, plus ils sont hardcore à battre. Et c'est pas la somme que tu récoltes à la fin n'est pas forcément liée justement à la puissance de la créature que tu vas combattre. Donc ça c'est bien. Ouais. Ça c'est bien parce que dans l'univers du jeu vidéo, parfois dans les jeux à mission, vous avez des choix. Pas parce que le nombre de points est intéressant que la mission est d'autant plus facile. Alors généralement il y a des rangs, mais rangs A, B, C, D, au niveau facile élevé, et des fois on est là pour t'influer en erreur, te tromper. Donc ça je trouve ça, moi je trouvais que ça c'était très raccord avec l'univers du jeu vidéo où la récompense elle n'est pas forcément liée à la difficulté donnée. Parfois tu peux faire des missions qui sont vraiment fastoche, hein, limite tuto, et bien manger, c'est ce qu'on appelle un peu les missions cheat code. Tu vas les répéter, un peu comme tu sais tout ce qui va être les RPG, JRPG, etc. où tu vas aller balader toujours dans la même zone, taper les mêmes ennemis pour gagner en XP. C'est exactement comme ça que je le vois, quoi. Voilà. Le grinding, en fait. Exactement, messieurs, les termes sont... C'est ça, ils sont en train... c'est ça le grind. En plus, c'est très intéressant parce que le grind aussi, c'est un terme qui existe dans le monde de l'emploi en fait. Quand tu es obligé de grinder pour gagner ta vie, grinder des livraisons Uber Eats, grinder des petits emplois, ce genre de choses, c'est un peu ça. C'est devenu même un terme en fait dans le milieu un peu de ce qu'on appelle le développement personnel. Malheureusement, il y a énormément d'escrocs et de charlatans qui sont dans ce milieu, mais ils utilisent maintenant vraiment ce terme très gaming qui s'appelle, le grind set. Si t'es un mâle alpha sigma qui veut avoir un manoir à 1 million avant l'âge de 30 ans et ce genre de choses, essaye d'avoir le grind set, essaye de grinder pour avoir de l'argent, travaille 18 heures par jour et toi aussi tu auras une Lamborghini. Et je me demande s'il n'y a pas eu un mélange des deux termes. Le terme grinder, Hermite, comment tu l'expliques, comment tu le traduis? C'est cravacher. Moi je dirais que moi c'est cravacher pour monter en fait. Ouais, le grind en fait, il me semble que la racine de grind, le mot anglais grind, c'est broyer, c'est réduire en poudre. C'est quand tu prends toi une meule où tu mets à l'intérieur du blé et après tu prends le pilier, tu le grind, tu le pour que ça soit réduit à l'état de farine. Du coup, c'est un travail qui est physique, c'est un travail qui est pénible, c'est un travail qui est rébarbatif, mais qui a des retours concrets. Tu vois, le blé, tac, 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 la farine, après grinder, tu as eu des bons résultats. Et ça a été utilisé du coup dans le monde du gaming, et c'est utilisé dans le monde du travail, c'est utilisé dans le monde des gens qui veulent t'envoyer des formations à 50 balles par mois et qui te rapporteront 0 argent. Donc je pense qu'il y a eu un mélange un peu de toutes les différentes définitions du terme grind qui sont utilisées, peut-être volontairement ou pas, en tout cas dans ce manga, et je trouve ça intéressant. Mais j'ai appris des choses pour de vrai en fait aujourd'hui. Je vous avais dit que j'allais apprendre dans ce live. Je ne connaissais pas du tout le terme et je comprends un petit peu mieux maintenant tout ce que tu es en train de nous dire parce que j'étais là en mode je suis perdu depuis tout à l'heure Alexis. Il n'y a pas de souci. Quand on place ce terme là, tu veux vraiment faire comprendre que du bas au top, ça va être long. Voilà, faut t'accrocher. Voilà. Quand tu dis à quelqu'un, tu vas évoluer, tu dis que ça se fait dans les 2-3 ans. Grinder, ça peut être très rapide, comme ça peut te prendre énormément de temps, quoi. Voilà. D'accord, donc il y a cet aspect de difficulté. Et comme disait Hermite, c'est le côté répétitif dont on parlait des missions qui se répètent, etc. C'est de ne pas hésiter à refaire plusieurs fois la même chose, la même action pour avoir une récompense qui est largement au-dessus de tes espérances, mais pour l'avoir, faut accepter ces heures et ces heures et ces heures et ces heures de faire des actions qui sont peut-être pas intellectuellement ou même physiquement très 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 intéressantes. Tu vois. Rentrer des chiffres dans des fichiers Excel. 52 entrées, 53 entrées. Voilà, c'est ça. Ah, je connais quelqu'un qui fait ça comme travail. Grind. De 8h à 18h tous les jours jusqu'à ce que hop, incroyable. Voilà, il y a une paye au bout. Voilà. Et à la fin, il gagne de l'argent. Mais bon, ce n'est pas effectivement très passionnant.
Exactement. En fait, vous êtes tous en train effectivement de faire un rapport avec le jeu vidéo sur du coup le fonctionnement de Six Game. En fait, moi étant un peu joueuse, mais plus casual que grande gameuse. Tu es une joueuse quand même. Oui, mais c'est juste que du coup, j'ai peut-être pas autant, tu vois, les termes ou alors les refs. Mais du coup, c'est vrai que moi, j'ai réussi quand même à avoir un parallèle en lisant Six Game entre ce concept un peu de jeu intégré dans la réalité et en fait, tout simplement avec finalement quand même une histoire qui nous raconte un drame social. Enfin, moi, je l'ai un peu ressenti comme ça parce que je suis quand même très très fan de Slice of Life. Et c'est vrai que malgré tout, on parle beaucoup de jeux vidéo, on est en train de voir un petit peu tous les paramétrages qu'on peut retrouver pour les fans de ce type de concept. Mais en même temps, moi, un des trucs qui m'a beaucoup frappé, c'est on parlait du héros qui est très broken. C'est vraiment pour moi un espèce de drame un peu sociétal avec une espèce de mise en exergue de ces personnages qui sont dans une pauvreté extrême et qui ont pour seul moyen de s'en sortir passer par des moyens extrêmement dangereux. Alors dans ma tête, ça aurait très bien pu être une histoire qui va nous parler de drogue, peut-être de yakuza, quand on va dans les extrêmes évidemment par rapport à comment sombrer, comment essayer de s'en sortir mais en passant par des bails extrêmement sombres aussi. Donc moi j'avoue j'ai plus vu ça, mais du coup sous couvert de monde un petit peu alternatif avec cette espèce de jeu qui s'intègre dans le portable, parce qu'en fait à partir du portable c'est là aussi qu'on peut du coup faire des mauvaises rencontres, faire du blanchiment d'argent, enfin je vais loin dans les trucs un peu sombres mais peut-être un peu plus réalistes avec des narrations plus terre à terre. Mais je comprends ce que tu veux dire, parce que notamment parce que dans un autre titre jeu vidéo du catalogue Glénat, c'est Shangri-La Frontier. Et le traitement qu'on a de Shangri-La Frontier est un traitement qui est bien évidemment totalement différent de celui de Six Game, où Shangri-La Frontier, je dirais, on a un traitement qui est lumineux en fait. Ils font du leveling, ils affrontent des adversaires, etc. C'est quelque chose qui je dirais, qui est extrêmement positif. Le jeu vidéo n'est pas le seul moyen de gagner sa vie. Voilà, en fait, voilà. C'est ça. Et là où Six Game, du coup, comme la prémisse, c'est d'avoir de la réalité augmenté, et donc on ne se projette pas dans un univers, mais comme tu le disais tout à l'heure, c'est l'univers qui vient à nous. Si l'univers vient à nous, à un moment il rentre aussi en collision avec notre propre univers, et c'est là où on a aussi des conséquences. Et c'est sûr que quand on est obligé de risquer sa vie, et en plus je dirais risquer sa vie, et je dis pas qu'il la risque 2 fois plus, mais ils sont 2 frères à se partager un seul téléphone, et ça veut aussi dire que quand l'un prend des risques, l'autre les assume aussi. Et ça c'est un détail qu'ils n'ont pas forcément soulevé, tu vois. C'est quelque chose effectivement qu'on peut assimiler, qu'on peut comprendre en lisant, en se disant bon, si ça fonctionne comme ça, c'est que ça doit se passer comme ça au final. Elles ont mais pas c'est le vrai choix. que ça n'a pas été explicitement dit. Tout au long de ce tome 1, t'as la notion de pas le choix. Alors je t'écoutais et je me disais, en fait, tu peux très bien enlever le jeu vidéo 2 secondes de ce manga-là et mettre vente d'armes, vente de produits illicites, etc. Et ils agiraient de la même manière. C'est-à-dire que face au dealer ou face au revendeur, ils ne poseraient pas 1 milliard de questions. C'est où est-ce que j'amène la transaction, qu'est-ce que je dois faire, etc. Et les risques, on les mesure après, parce qu'on est dans un état d'urgence. Alors on peut se dire, pour peut-être les plus sceptiques dans le chat encore, c'est le jeu vidéo, calmez-vous, mais la façon dont en fait, le manga te prend, on te met un cadre de départ dans lequel le jeu vidéo est implanté, point. On n'est pas là à t'expliquer pourquoi, comment, peut-être le top 2, top 1, pourquoi, comment on en arrive à cette situation-là, mais le jeu vidéo est là, c'est une réalité, c'est devenu quelque chose d'imposant et d'imposé dans la société, et c'est un moyen de gagner son argent. Et aujourd'hui, que ce soit de manière légale ou illégale, c'est légal, hein, tu télécharges l'application, tu as les conditions, il faut juste les lire, etc. C'est le seul moyen de les accepter, tu n'as même pas besoin de les lire. Voilà, tu dois les accepter, alors que généralement, ce genre de choses, bon, on va pas se mentir, 90% des cas on le fait pas, mais on va le faire sur des choses vraiment importantes, sur lesquelles ils nous tiennent à cœur. J'ai acheté une maison. Voilà. Là, tu lis tout. Voilà, ça me tient à cœur. C'est un grand investissement et je vais prendre le temps. Voilà, et en plus, derrière, je peux quand même risquer un peu de ma santé et surtout de mon compte en banque. Donc, je vais vraiment prendre mon temps. Là, ils risquent leur santé, le peu de choses qu'il leur reste parce que. Ils vont pas perdre de l'argent, enfin quoi que dis-je, ils peuvent perdre de l'argent. Tu l'as dit au début. Mais ils n'en ont pas conscience. Ils n'ont pas conscience de ça. Eux, ils pensent que quoi qu'il arrive, ils peuvent faire perdre de l'argent, mais tu peux perdre de l'argent et perdre ta vie dans ce jeu. Donc Et ça, pareil, tu vois, quand ils perdent de l'argent à un moment donné, tu vois, si tu remettais ça, genre avec des Yakuza ou n'importe quoi, c'est mince, sans faire exprès, il a mal parlé au Big Boss, il a perdu un doigt. Tu vois, cette balle, elle est partie, elle aurait pas dû partir là. Tu vas quitter le pays, quoi. Donc c'est pour dire, en fait, s'il y a des gens qui, par exemple, n'ont jamais trop testé des mangas où il y a une thématique sur le jeu vidéo qui est aussi imposante dans le scénario, en fait, on peut totalement faire un parallèle différent. Et si vous êtes
êtes fan de slice of life ou même de drame tout simplement, en vrai ça pourrait carrément vous parler aussi. C'est vraiment pas, je pense, un titre qui est exclusif aux fans de jeux vidéo, mais clairement il y a tous les éléments. On est avec vraiment, je pense de manière assez consciente, face à Shin Yamamoto, qui est un vrai fan de jeux vidéo, parce qu'on était d'accord tout à l'heure, hein, il aurait pas fait autant d'adaptations de manga de jeux vidéo, autant d'adaptations de jeux vidéo en manga s'il aimait pas un peu ça, parce que là pour le coup voilà, c'est un des thèmes principaux effectivement, puisque c'est à l'intérieur même de cet univers, mais vous n'avez pas besoin d'être fan de jeux vidéo pour tenter de lire Six Game. Il y a vraiment, déjà il y a Madarame. Madarame Junior. Non, j'avoue, ça pourrait être. Mais tu sais que. Non, je te raconterai après, mais il y a une suite en fait à cette série et il a un enfant, Madarame. Puis il y a 3 tomes. Mais c'est pas. Je crois qu'il a une fille, donc ça marche pas, c'est pas son fils. C'était amusant. C'est un argument, Madarame. Et les méchants sont les méchants. Les animaux, parce que c'est des animaux à chaque fois. On peut les appeler des monstres, des créatures. Franchement, elles ont un flow sympa. Très sympa. Il y a Toxicos, très bon design de c'est monstre. un peu comme Avalon. J'ai pas lu Avalon, du coup, est-ce que ça vous parle, Avalon? Est-ce que vous trouvez que c'est comme Avalon? Attends, c'est un animé. Je crois que c'est en référence au film, peut-être, du réalisateur de Ghost in the Shell, comment il s'appelle déjà? Oshii, c'est ça, je cherche, excusez-moi. C'est Mamoru Oshii, oui, c'est ça. Désolé, je sais pas pourquoi, j'ai des trous de mémoire pour des trucs super nuls que je suis censé savoir depuis 3000 ans, mais je crois que c'est en référence à Avalon de Mamoru Oshii, parce que c'est le même principe. C'est un film live, en fait, mais qui est du coup réalisé par Mamoru Oshii, après Ghost in the Shell, qui a été tourné en coproduction entre le Japon et la Pologne, il me semble, en tout cas, un pays d'Europe de l'Est en tout cas. Et c'était vraiment, on reconnaît un peu le style de Mamoru Oshii parce qu'elle a ces mêmes préoccupations pour le futur, la perception de la réalité, les mondes cybernétiques, les machines, etc. Mais l'histoire de Avalon, en fait, c'est cette femme qui est en fait du coup un peu une pro-gameuse, qui est extrêmement douée à un jeu vidéo en réalité virtuelle qui s'appelle Avalon, qui est une version un peu plus science-fictionnelle des années de guerre, de la Seconde Guerre mondiale en fait. C'est tout est sépia, tout le monde utilise, il y a une esthétique un petit peu vieille Europe, mais en même temps il y a des tanks qui sont très futuristes, qui rappellent un peu Ghost in the Shell. Il y a des armes qui sont un peu futuristes, mais il y a cette idée aussi de grinder. Il y a cette idée d'être dans un monde virtuel, mais personne ne s'amuse. C'est anxiogène, c'est gris, c'est pas marrant, ça fait perdre la notion de la réalité. C'est un des seuls trucs qui rapporte de l'argent de façon viable, en fait. C'est genre, la meuf, elle est tellement une championne d'Avalon, attention, elle peut s'acheter des tomates et du pâté pour chien, de la vraie pâté pour son vrai chien. C'est incroyable. Oh, c'est le luxe, quoi, incroyable. Elle peut même se payer des fois des allers-retours en tram, tellement elle est riche. C'est complètement fou. Donc voilà, vous avez compris que c'est très désenchanté. Et ces gens-là, en fait, plus ils jouent à ce jeu, plus ils se perdent dedans. Ils perdent vraiment leurs camarades. Certaines personnes même n'arrivent plus à comprendre c'est quoi la réalité, c'est quoi le monde virtuel. C'est un film très très intéressant. C'est pas son plus connu à Oshii, mais je pense que c'est un gros tournant dans sa carrière au niveau stylistique. Et je pense que... La période de sortie de ce film, c'était il y a longtemps. Hein. Oui, c'est il y a longtemps. Ah oui, c'est il y a longtemps. Je pense que c'était au début des années 2000, tout début, vraiment fin 90, années 2000, parce que il l'a fait avant Ghost in the Shell de Innocence. Pour rappel, en fait, il est parce que je suis d'accord, il y a les teintes sépia quand ils sont dans l'univers d'Avalon, mais sinon le monde réel est en noir et blanc. Donc il y a aussi un parti pris esthétique. Et ce qui est vraiment très intéressant dans Avalon, et là où par contre il est un petit peu différent pour Sixth, c'est que dans Avalon, pendant tout le film, on se pose toujours la question de est-ce qu'on est dans la réalité ou est-ce qu'on est dans le jeu. Et donc justement, Mamoru Oshii joue avec ce mélange des genres, ne serait-ce qu'au début et à la fin, parce qu'on a un log on et log off, donc il y a un moment où on était mais il y avait la réalité, et pourtant tu es en train de te déconnecter, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que j'ai loupé quelque chose? Là où dans Six Game, à aucun moment ils basculent dans un jeu vidéo. C'est à Six Game, ils activent le jeu, donc le jeu vient à eux, mais ils restent dans la réalité. Et ce qu'il faut bien voir aussi dans Six Game, c'est que en gros, chaque monstre, chaque créature, en fait, on peut les percevoir un peu comme des mondes différents qui viennent dans le nôtre. C'est-à-dire que le nom japonais de Six Game, le titre, c'est un titre qui est totalement, je dirais,
totalement pas évocateur, mais qui parle de monde, qui mot à mot, c'est le monde est fait de ça. Donc on comprend pas trop, et c'est quand on lit Six Game qu'on fait ah ok d'accord. Donc en fait il est question de monde, et chaque rencontre permet justement de progresser davantage. Donc on n'est pas tout à fait dans la même problématique qu'Avalon. Et ne serait-ce que parce que Avalon ça fait beaucoup réfléchir, là où Six Game ça reste quand même un shonen d'action. Ça reste aussi un shonen quand même positif, même si les héros, on l'a dit, ils sont dans la dèche. Pour l'instant, c'est il y a un des deux frères, il garde le sourire tout le temps. Je dis, si tu veux, c'est pas un shonen misérabiliste. Oui. Tu vois, tu dis bon, ils vont en chier, ils vont grinder effectivement, mais tu te dis pas, en fait, je vois aucun espoir pour eux. Tu vois, tu sens qu'ils sont sur la tangente, mais tu te dis pas bon ça y est, ils sont passés du mauvais côté. Et maintenant, j'ai plus qu'à contempler leur chute. Ils sont déjà quelque part du mauvais côté parce qu'ils partent du principe qu'ils vont prendre le risque de faire des missions, de gagner de l'argent et de s'entêter encore plus, quoi. Mais du coup, ça veut dire que Toxicos, tu dois absolument tester Six Game et au prochain live, tu me fais ton feedback. Voilà. Parce qu'a priori, si tu nous parlais d'Avalon, c'est que du coup, c'est un titre, un film, pardon, que tu as, j'imagine, apprécié. Et vu les connexions, je pense que ça pourrait être intéressant de tester Six Game, qui donc est sorti depuis la semaine dernière. On vous rappelle que c'est une série en 3 volumes. Et on va rester un petit peu sur l'univers du jeu vidéo, parce que finalement, entre le jeu vidéo et le manga, il y a des connexions qui sont assez évidentes. En tout cas, il y a des atomes crochus. Ne serait-ce que par exemple, on en parlait à l'instant, évidemment, Shangri-La Frontière. Toi, tu dis Frontier? Je crois que tu as dit Frontier tout à l'heure. Moi, je dis Frontier parce qu'en fait, le terme est écrit en anglais. Voilà. Attendez, c'est quoi cette couverture que j'ai pas? Ça, c'est une version exclusive propre aux 48 heures BD. C'est pour ça, je n'ai pas cette couverture, elle est magnifique. Elle est trop belle. Elle est jalouse. Elle est trop canon. Ouais. Elle est toute bleue là, comme ça. Pourquoi j'entends jalousie dans ta bouche quand tu dis ça, Caroline? Attends, il y aurait pas celle de la Fnac aussi? Il y avait une couverture rouge. Peut-être que je l'ai. Ouais. Et peut-être que je te l'échange contre quoi? La collector Akira. C'est maintenant, Caro, qu'on négocie, c'est maintenant. Oh, les On revient encore à Akira. On y revient toujours. Il n'y a pas trop de jeux vidéo dans Akira, c'est de la pure SF quand même. Hein. Ah, pourtant, mais... ouais. La moto, c'est un peu une moto de jeu vidéo. Mais arrête. J'arrête. On est revenu sur la moto. Attends, il n'y a pas de moto dans Shangri-La Frontière. Comment je le connais, Shangri-La Frontière sans la moto? T'as pas besoin, j'aime bien Shangri-La Frontière, donc il n'y a pas besoin. Ah, ouf. Yokata. Le soulagement est extrême. Shangri-La Frontière est un manga qui nous parle de jeux vidéo, alors d'une manière totalement différente, hein, tu l'as dit effectivement Benoît. En fait, par exemple, dans Shangri-La Frontière, on va plonger vraiment dans un univers de jeux vidéo grâce à nos personnages qui se connectent là avec leur casque de réalité virtuelle. Donc c'est un univers dans lequel on va plonger, mais on n'est pas dans un... C'est pas un isekai hein, pour les gens qui pourraient s'en mêler les pinceaux, puisque littéralement personne ne meurt pour être transporté et bloqué dans un autre univers. C'est juste qu'on va vraiment faire la différence entre le monde réel et le moment où on est dans le jeu vidéo. Mais c'est vrai que c'est tellement intense que des fois, voilà, on est inquiet pour nos personnages préférés, même si, bon, c'est censé être juste un jeu vidéo. Mais il se passe des bails de fou, il y a beaucoup de mystères. Ah, tu montres un petit peu. Ouais, je montre un petit peu. En plus, c'est le tome 1, c'est parfait. Ça ne spoil absolument rien. Il y a la belle couve, du coup. Est-ce que vous diriez que, par exemple, les jeux vidéo, c'est une thématique qu'il faut absolument, justement, continuer à aborder dans les mangas? Bah oui, parce qu'en fait, le jeu vidéo, c'est divers et varié. T'as tellement de genres. Donc, j'ai presque envie de te dire, tu pourrais presque faire un genre de manga. Enfin, tu pourrais adapter un genre de jeu vidéo dans un manga à chaque fois, quoi, tu vois. Le RPG, JRPG se joue pas comme un MMORPG. Les jeux de versus, en plus avec une communauté bien particulière, des créations de personnages tout à l'heure, c'est pas pareil que de jouer un FPS. Ça demande pas du tout. Enfin, on pourra dire que ça demande parfois les mêmes réflexes, les mêmes qualités physiques ou oculaires ou intellectuelles, mais parfois non. Donc en fait, je vais pas te dire qu'il faudrait qu'il y ait demain 50 mangas différents sur le marché pour parler de 50 genres de jeux vidéo, mais il y a des choses à faire. En plus, truc très bête, mais avant même que ce soit un genre identifié dans le jeu vidéo, t'avais un truc qui revenait beaucoup au cinéma ou autre, c'est le Battle Royale. Donc voilà, aujourd'hui, techniquement, le jeu s'est pas mal inspiré des mangas, exemple le Battle Royale, tu vois. Donc oui, en soi, il y avait déjà cette connexion-là qui a été faite, mais je sais que t'as des histoires autour de l'e-sport. Là, t'as quelque chose où le jeu vidéo est un moyen de survie. Je ne doute pas, vu la qualité des mangaka et leur niveau de création, avec tout ce que le jeu vidéo propose, que tu puisses y arriver. On arrive à faire des analogies souvent avec le cinéma, le monde des séries. Là, aujourd'hui, c'est le monde des idoles. Le monde
du manga et de l'impression d'un manga. Donc franchement, c'est même des choses, je me dis, pas que ça arrive tard, mais je suis surpris que ça n'a pas été fait avant ou de manière encore plus déclassifiée, quoi. Bah, je pense que ça n'a pas été fait avant parce que il y avait tout simplement des thématiques globales à aborder et que, on va dire, pendant longtemps, il y avait une sorte de segmentation des loisirs. C'est-à-dire que tu lisais ton manga, tu lisais tes jeux vidéo, tu regardais tes séries, etc. Et ce n'est qu'au fur et à mesure, lorsque justement les créateurs ont réellement pris conscience qu'en fait, ils se nourrissaient de tout en termes de créativité, qu'ils faisaient du jeu vidéo, mais pas juste pour leur loisir, mais que le fait de jouer, ils acquéraient des nouveaux mécanismes, etc. Ils ont réellement pris conscience qu'en fait, la créativité et l'inspiration se trouvent n'importe où. Et c'est à partir de là qu'il y a pu commencer à avoir des fusions entre, on va dire, ce qui au départ était simplement d'un côté des histoires et de l'autre des jeux. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand vous lisez à la base, quand vous lisez une histoire, l'histoire en tant que telle, elle a un début, un milieu, une fin, vous n'avez pas la main dessus. Alors que quand vous commencez un jeu vidéo, la promesse qui vous est faite en tant que joueur, c'est vous avez presque toutes les capacités au sein du programme de jeu et vous pouvez aller à gauche, vous pouvez aller à droite, vous pouvez faire vos trucs. Donc en gros, vous êtes libre. Et donc c'est aussi pour ça, au début, il y avait cette conception, l'histoire c'est rectiligne, le jeu vidéo c'est totalement ouvert. Et maintenant justement, on a les deux qui se mélangent avec les auteurs qui essayent d'expérimenter des choses. Et c'est pour ça que maintenant on a beaucoup plus de thématiques liées aux jeux vidéo et au manga ensemble. Est-ce que c'est également ton avis, mon cher ermite? Oui, c'est également mon avis. Pour le coup, les particularités des deux médiums, des deux médias sont en train de se mélanger de façon intéressante. Évidemment, il n'y aura jamais le paramètre d'interactivité dans le manga parce que c'est le format qui le veut. Mais c'est vrai que les échanges se font de plus en plus nombreux et se font de plus en plus intéressants. Par exemple, c'est très intéressant de remarquer qu'on parlait du Battle Royale, qui est maintenant devenu un des genres de jeux vidéo les plus populaires existants, et que voilà, Fortnite, c'est un des top plus gros jeux vidéo jamais joués, mais c'est vrai qu'à la base, on oublie que Battle Royale, le roman d'origine qui a donné naissance peu de temps après d'ailleurs à un manga et un film, ça existait avant ce concept. C'est là pour le coup, c'est le jeu vidéo qui s'est inspiré de la littérature ou du manga et ce genre de choses. Et là, on a un juste retour des choses. On a un genre que le jeu vidéo a repris et que le manga se réapproprie à nouveau. Et c'est là que ça m'a fait penser que, pour revenir à ce que disait Nanix, sur les genres de jeux vidéo, comment on peut les transposer en manga, un des trucs qui distingue aussi beaucoup les jeux vidéo aux autres médias, c'est que là, la notion de genre n'est pas pareille. Dans un genre, en littérature ou en manga, c'est l'action, c'est l'aventure, c'est la romance, c'est le suspense, c'est l'horreur. Mais dans un jeu vidéo, on dit pas un jeu vidéo de romance, on dit pas un jeu vidéo d'aventure ou d'horreur dans le même sens du terme. Un jeu vidéo souvent est décrit en termes de mécanisme. On dit un first person shooter, un jeu de tir à la première personne. On dit un survival horror, un jeu d'horreur et de survie. On dit un RPG, un role-playing game. Et pour le coup, ça veut dire que plus que l'environnement ou les points narratifs, les mangas, en fait, s'inspirent des jeux vidéo dans leur mécanisme. Un exemple très intéressant, par exemple, c'est Hunter x Hunter, où, pour le coup, on voit que l'auteur a très bien a très bien absorbé les inspirations du jeu vidéo en transformant des mécanismes de jeux vidéo, à savoir, par exemple, la collection d'objets, le trading card game et d'autres paramètres et le fetch quest aussi, pour créer des situations intéressantes pour ses personnages. Il a littéralement pris des mécaniques de jeux vidéo pour créer des rebondissements dans son histoire, pour créer un objectif clair pour ses personnages et pour mettre un objectif ultime, en l'occurrence, avoir le trésor, collectionner toutes les cartes, explorer telle zone de la map. Et pour le coup, de plus en plus de jeux vidéo font ça. Et ça revenait à ce que je disais au début, c'est qu'il y a quelque chose de très permissif dans le jeu vidéo, mais qui aussi donne un objectif clair. Le fait de monter en niveau, le fait d'avoir tel ou tel objet, le fait d'obtenir tel ou tel personnage, ou d'avoir les 4 orbes de Nostradamus qui permet de débloquer le dragon de cristal, ou genre de choses. Et pour le coup, c'est vrai que pour le coup, ça crée des histoires qui sont très attachantes et qui permet aux spectateurs d'avoir des raccourcis narratifs pour comprendre les enjeux et où est-ce qu'on va en fait. Pareil pour les isekai qui sont très à la mode en ce moment. C'est pas pour rien aussi que
beaucoup de isekai sont basés sur des histoires de RPG où il y a littéralement des level up et littéralement des interfaces graphiques qui apparaissent autour des personnages pour choisir des sorts et pour voir leur level. C'est que non seulement c'est un super raccourci graphique pour comprendre où se situe le héros, où est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il est capable de faire, mais c'est aussi une très bonne façon de marquer facilement, narrativement, la progression de tout à chacun. Et donc tu voulais faire une remarque. Ouais, j'avais deux remarques qui sont totalement différentes. La première, c'était, je voulais simplement rappeler que Ptoum, donc qui est un pareil, dont l'auteur a beaucoup travaillé dans le jeu vidéo. Tu parlais tout à l'heure du fait qu'il y avait relativement peu d'activité, d'interactivité entre le lecteur et l'histoire. Je voulais simplement rappeler que Ptoum, justement, à la fin de l'avant-dernier tome, le lecteur a le choix, en fait, l'auteur a travaillé sur 2 fins différentes pour justement que le lecteur puisse se dire, bon, alors maintenant que j'ai vécu une sorte de Battle Royale d'inspiration jeu vidéo, je peux moi-même choisir ma fin. Est-ce que je veux choisir la fin Dark? Est-ce que je veux choisir la fin Light? Donc voilà, ça veut juste dire que l'auteur a travaillé 2 fois plus pour ses lecteurs. Donc ça, c'est le premier point. Donc ce sont des tentatives, mais je suis d'accord que d'une manière générale, la narration ça reste limité. Voilà. Et quand tu parlais justement des mécaniques du jeu vidéo qui étaient extrêmement simples, ça me faisait penser une partie à One Piece. Pour la partie notamment Enies Lobby, où en fait on revient toujours à One Piece. Où en fait cette partie Enies Lobby, moi j'ai vraiment ressenti une influence jeu vidéo très simple, parce que c'était là où les enjeux étaient clairs. Il y avait genre 5 clés réparties dans tout le château, chacune gardée par un des membres du CP9, CP9, et du coup j'étais là, je fais, mais c'est trop facile comme histoire, j'ai pas été habitué à ça, que se passe-t-il? Et puis bon, après on est passé à autre chose, mais voilà, j'avais vraiment ce côté en mode, bon bah voilà, il y a 5 clés, essaye de trouver la clé rouge, mais pour ça il faut que tu affrontes les 5 gardiens, et puis voilà. En fait c'est Fort Boyard, on s'est pas rendu compte. C'est vrai. Fort Boyard, Maître Fouras caché dans une des salles, jette la clé par dehors. Ah non, c'est lui le boss de fan de One Piece, c'est le Maître Fouras. C'était donc ça, tout s'explique. Non, c'est vrai qu'en fait, on parle en fait effectivement de tous les mécanismes de jeux vidéo, mais après on a aussi finalement, d'une manière un peu différente, mais quand même très très reliée, les adaptations d'univers, de lore de jeux vidéo, à travers des histoires juste fantastiques, ou ça dépend du jeu vidéo évidemment. En manga, il y en a énormément. On en parlait tout à l'heure justement par rapport aux premiers travaux de Shin Yamamoto, puisqu'il a fait de l'adaptation de Monster Hunter, de Sekiro, et je sais qu'on a des artistes qui ont travaillé sur tout plein de séries, voilà. En fait, on adapte les univers. Alors, il y a des maisons d'édition qui sont vraiment dédiées à ça. Et du coup, moi, je prends une des licences par exemple sur lesquelles a travaillé Akira Toriyama. Je pense à Dragon Quest, puisqu'il a travaillé du coup par rapport à son chara-design sur le chara-design donc, de ce jeu vidéo. Et Dragon Quest, incroyable licence au Japon, adaptée de 1001 façons. Il y a des tonnes de mangas différents qui racontent des trucs dans tous les sens. Je crois qu'en termes de jeux vidéo, il y a aussi genre Ni no Kuni. Enfin, vraiment, il y en a des quantités. Sans parler aussi maintenant des adaptations manga qui existent sur des histoires de Death Game. Il y en a des masses et des masses et des masses. Et c'est des jeux vidéo à l'origine aussi. Et on n'est pas vraiment sur l'adaptation là, des systèmes ou des mécanismes qui vont justement être intéressants dans les jeux, dans les mangas. Là, c'est vraiment l'adaptation du lore. Est-ce que pour vous, c'est aussi quelque chose qui vous intéresse et qui vous parle, ou c'est moins didactique finalement? Mon avis est biaisé, puisqu'en tant qu'éditeur, j'adore les histoires. Donc... mais enfin, justement, je pense que les adaptations de jeux vidéo, elles sont intéressantes. L'Hermite disait tout à l'heure qu'on communiquait sur les jeux vidéo en parlant de leur mécanique de jeu, plus que sur leur univers. Et je pense que les adaptations en manga permettent aux lecteurs et aux lectrices de se connecter non pas avec cette mécanique de jeu, mais pour le coup vraiment avec l'univers et en fait tout simplement le plaisir de se raconter des histoires. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on participe à un jeu vidéo, on vient à bout des différentes embûches, on progresse, etc. Mais rétrospectivement, et on est content d'avoir fini un jeu ou d'avoir atteint un certain niveau, mais on n'a pas forcément le sentiment d'avoir vécu une belle histoire. On a eu des moments avec peut-être des rebondissements, etc. Mais voilà. Alors, et je me dis que, alors là encore c'est un avis totalement partiel, et je me dis que du coup le fait de lire en manga l'univers, ça permet de recontextualiser, de se dire non en fait c'est pas juste des mécaniques de jeu auxquelles j'ai participé, j'ai vraiment vécu une histoire et en plus j'en apprends davantage sur le lore, donc je m'approprie encore plus le lore pour ma plus grande satisfaction.
Moi, je trouve que ça marche quand c'est pas une adaptation pure d'un jeu vidéo. C'est-à-dire que reprendre l'épisode que j'ai déjà fait, ça m'intéresse pas, au moins. Même si je dis ça, mais par exemple, si je fais une analogie rapide, le cinéma, souvent, t'as les scénarios qui sortent en bouquin. Je pense au bouquin de Seven, où j'ai lu le livre avant de voir le film. On se claque dans ma tronche, et le bouquin est bien mieux que pour le coup, le bouquin décrit beaucoup de choses. Mais le bouquin, c'est l'origine même de l'œuvre à la Ouais, base. enfin, c'est le scénario. Voilà, c'est le scénario adapté, et en soi. Il y a des descriptifs, donc des différents morts, des différents meurtres, etc. Même la scène de fin, etc. dans le bouquin est 10 fois, je trouve, parce qu'il y a beaucoup de descriptions plus fortes que dans le film. Alors dites-vous que le film est déjà très fort, dites-vous que c'est l'occasion un jour de tomber sur le bouquin, c'est pas mal. Mais oui, moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est lorsque tu viens apporter un élément de lore en plus. C'est-à-dire que soit tu crées un lore, parce que parfois dans un jeu vidéo, il n'y en a pas, ou très peu, et le manga va être une bonne façon aussi de communiquer autour de l'œuvre, on va pas se mentir, hein, c'est aussi du merchandising, mais du merchandising bon, dans le sens où on va créer quelque chose, et tu vas réussir à attacher les joueurs à ça, parce que clairement les premiers visés, ça va être les joueurs. Après, quand c'est du lore un peu inédit, c'est pas que les joueurs tu vas aller chercher du coup. C'est-à-dire que les joueurs tu vas leur parler, mais tu vas aussi dire à quelqu'un qui n'a jamais connu la licence, tiens, je t'attrape par la main, regarde mon univers, si tu joues pas au jeu, c'est pas grave, en tout cas il y a une histoire qui se développe à côté, et bah, dans le meilleur des cas, ça te donnera envie peut-être de jouer au jeu et de découvrir encore autre chose, et peut-être que tu seras même demandeur d'explications, de lore, de nouvelles histoires, de nouvelles intrigues, de mise en avant de nouveaux personnages, ou de personnages déjà récurrents dans l'œuvre principale, ou alors tu diras juste, bon, bah peut-être que je m'arrêterai juste au manga et j'ai pas envie d'aller plus loin sur l'expérience, j'y vais. Donc moi, c'est un grand oui pour ma part, seulement si ça apporte du lore supplémentaire, voilà. C'est un peu le but aussi. J'imagine, Hermite, toi aussi, t'es un peu dans la même manière de penser? Je suis un peu dans la même manière de penser que Nanix, en effet. Je pense que je préfère quand le manga est un supplément ou un à côté aux jeux vidéo qu'une adaptation directe, en fait. Il y a différentes raisons. Par exemple, moi, personnellement, je suis quelqu'un qui est assez holistique dans mes activités. Donc, je lis des mangas, je joue à des jeux, je regarde des films, je fais plein de choses. Donc, revoir 2 fois la même chose, des fois, c'est pas toujours intéressant. Mais c'est vrai que je prends en compte le fait qu'il y a des particularités dans chaque médium qui lui donne sa force, ses particularités. Donc, ouais, je dis 2 fois particularité comme un nul, excusez-moi. Mais ce que j'essaie de dire par là, c'est que dans le jeu vidéo, quand vous vivez une histoire dans le jeu vidéo, c'est que vous ne vivez pas que juste une ligne de A vers B. Dans un jeu vidéo, par exemple un RPG, généralement on crée sa propre histoire. Par exemple, il y a par exemple des moments où vous faites des à côté, il y a des moments où vous faites, comme on disait tout à l'heure, du grinding, où on reste 15 minutes au même endroit pour taper les mêmes monstres et monter des niveaux. Il y a des moments où on décide de dialoguer avec des personnages, ou juste de se balader et rien faire par moment. Et c'est des petits moments dans les jeux vidéo qui ne sont pas directement des instants qui font avancer une intrigue principale, mais c'est des moments que le joueur vit. C'est des moments que le joueur s'impose, et c'est un moment où finalement le joueur crée sa propre histoire en plus de ceux des scénaristes du jeu vidéo, en fait. Le problème, enfin c'est pas un problème, mais la particularité du jeu vidéo, c'est que on est à la fois un acteur et un réalisateur de sa propre histoire. Même quand vous jouez à Mario, vous pouvez décider si Mario prend le chemin normal, ou si il le speedrun en faisant des acrobaties pas possibles, ou si il décide de prendre son temps et de faire aucun des deux, en fait. Et c'est pas quelque chose, c'est pas une expérience qu'on peut restituer fidèlement dans un manga. Et par exemple, du coup, si je me mettais à lire un manga qui ressemble à un jeu vidéo auquel j'ai déjà joué, j'aurais toujours ce moment qui me dit « Ah, c'est dommage, ça arrive pas à restituer le fait de se perdre dans un décor, ou la beauté pastorale de ce moment, ou la pénibilité de taper 15 fois le même monstre parce qu'il est super dur et que j'avais pas l'équipement qu'il fallait, genre de choses. C'est quand on a un nombre limité de tomes à sortir, un nombre de chapitres limité à sortir, c'est pas des expériences typiques de jeux vidéo qu'on peut retranscrire comme ça. Par contre, quand vous créez une histoire totalement différente, quelque chose que vous pouvez pas vivre dans un jeu vidéo aussi facilement, une expérience qui est plus concentrée, ou qui se développe plus sur la construction et le développement de personnages, sur un chapitre dans le monde de l'univers du jeu vidéo que vous n'avez pas joué mais qui existe dans des temps immémoriaux, c'est là que le manga arrive à briller le mieux. Et généralement, c'est là que mes histoires préférées liées à des mondes de jeux vidéo se font. Bah, dans le cas de Dragon Quest, par exemple, la plupart des
voilà, le principe, les mangas dans Dragon Quest ne sont pas des adaptations directes des jeux, et pourtant ça en font des œuvres majeures, et c'est un parti pris qui existe, et personnellement j'aimerais qu'ils fassent tous pareil. Bah écoute, complètement. C'est très complet comme réponse. Moi, ceci étant, je suis d'accord avec vous sur le fait que lire un manga qui me raconte ce que j'ai fait, ça m'intéresse pas. Non. Je pense que ça intéresse personne. Non, mais il l'a dit, ça, tu vas être frustré, tu vas te dire, bah, la manette, elle est où l'interaction? Voilà, c'est ça. Le manga que t'apportes du lore en plus, c'est là pour l'histoire. Tu es né là que pour l'histoire, en fait. Apprendre des trucs sur tes persos préférés, des niveaux que t'as fait, des identifications, des univers, bref. J'ai déjà tout dit. Je veux juste rebondir sur une question de Barry Lafraise, sur les fins alternatives qui sont intéressantes, qui proposent peu d'interaction avec le lecteur. Alors c'est pas au niveau du manga, mais il faut savoir que chez Glénat, on a sorti il y a, je crois que c'est au moins il y a une dizaine d'années, une bande dessinée qui s'appelait Destin, qui doit être en 20 volumes, où en fait vous avez, donc il y a un tome 1, et à la fin du tome 1, le lecteur a le choix entre deux possibilités. Et au fur et à mesure, vous avez différentes possibilités, et pour qu'à la fin tout se rejoigne, donc en fait, soit vous lisez les 20 tomes et vous avez tous les cheminements narratifs de l'intrigue, soit vous décidez de n'en suivre qu'un seul, mais voilà, je parlais d'Optum tout à l'heure, qui avait fait, vous laissez le choix entre deux fins. Sur Destin, donc la bande dessinée, en fait, à chaque tome, vous avez le choix sur est-ce que je veux lire le tome 2 ou est-ce que je vais lire le tome 3, et puis à la fin du tome 2, est-ce que je vais lire le tome 5 ou est-ce que je vais lire le tome 6, en fonction justement de vos choix de lecture. Donc ce sont des choses qui ont déjà été faites. Par contre, oui, le travail en tant que tel est colossal. C'est intéressant, tu vois, il y a Captain Deven qui dit qu'effectivement c'était un beau projet, cette BD. Mais du coup on est avec le temps finalement, parce que le manga n'est pas forcément un produit qui existe depuis tant d'années, hein. C'est pas, ça fait pas 300 ans que ça existe, sauf si après on commence à partir sur les délires de si à l'époque ce dessin sur ce bout de papier qui se roule là, tu sais, c'est totalement... Non, attendez, n'allons pas trop loin. Donc ça reste quelque chose de très récent, mais de la même manière que le jeu vidéo est quelque chose d'extrêmement récent, et petit à petit avec le temps ça se merge un petit peu, j'ai l'impression, puisqu'on a eu par exemple, vous le savez certainement, Square Enix qui à la base évidemment fait du jeu vidéo, qui fait du manga. Voilà. D'ailleurs ils ont même une application qui fait un petit peu de la concurrence à Manga Plus. Ils ont l'application Manga Up dans laquelle du coup vous pouvez de la même manière consommer gratuitement tous les jours des mangas de chez eux, et inversement du coup on a pu voir que la Shueisha, qui pour le coup dans ma tête fait vraiment du manga, s'est mis à faire du jeu vidéo. Donc on se dit wouh, qu'est-ce qui est en train de se passer? Comment vous voyez l'avenir du manga et du jeu vidéo? Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné ça va être... C'est deux éléments de pop culture importants aujourd'hui. Quand tu penses à la pop culture, tu penses aux jeux vidéo, tu penses au manga, tu penses à la BD au sens large. Donc pour moi que l'un et l'autre s'embriquent, ça me paraît logique en fait. En plus, je pense que tu fais un sondage, tu demandes aux lecteurs de manga est-ce qu'ils jouent aux jeux vidéo, je pense que majoritairement ils vont te répondre oui. Et genre de jeux vidéo, est-ce qu'ils lisent des mangas, vont quand même te répondre majoritairement oui. Après, quel type de manga? Est-ce que ce sera du seinen, du shoujo, du shonen, ou les trucs shoujo, j'ai dit shoujo. Tu veux être invité au live shoujo, c'est ça? Non, mais juste, je pensais, je t'ai regardé, hein, je ne sais pas pourquoi, Caro. Voilà, à voir. Parce que je suis une shoujo, je suis une jeune fille. Ce que je veux dire, c'est que à aucun moment tu peux les dissocier. Et en fait, je trouve ça logique qu'on casse cette barrière de le joueur de jeux vidéo, il faut qu'il reste un peu dans sa sphère, même si ce que je dis est un peu anachronique parce que ça n'existe plus vraiment, mais vous allez me comprendre dans 2 secondes. Et le lecteur de manga reste un peu dans sa bulle. Les deux univers cohabitent, donc il y a plein de thèmes cohérents. J'étais déjà venu ici pour parler du cinéma et du manga. Totalement. Donc évidemment, moi tu le sais, j'adore le cinéma et j'adore le manga. Donc à aucun moment, je suis très heureux de voir que le manga intègre l'univers du cinéma dans sa proposition et dans son intrigue. Je trouve ça vachement chouette. En plus, là, si je reprends les 2 œuvres dont on parle depuis tout à l'heure, notamment Shangri-La Frontière et Six Game, là on est sur tout simplement du tryharding pur. Je veux être le meilleur et je suis prêt à tout pour ça. Et là, je veux survivre et le jeu vidéo me permet à tout prix de survivre pour ça. Donc, c'est 2 propositions totalement différentes. Et ce n'est que 2 propositions. Dans un éventail hyper large. Voilà. Donc, comme pour tout, on peut imaginer un manga qui parle un petit peu comme Réimp de la création d'un jeu vidéo, ou des dérives dans le jeu vidéo, enfin de plein de choses possibles, imaginables. Donc, oui, pour moi, le champ des possibles, il est large et je suis très content de savoir que les 2 communautés, si je puis dire, se mélangent. Quoi. Même du côté professionnel, finalement. C'est un peu ça le. Et d'ailleurs, tu parlais justement des différentes thématiques de jeux vidéo. Je rappelle qu'on a également sorti une tétralogie qui s'appelle Versus Fighting Story, qui pour le coup est consacrée à l'univers du jeu vidéo, mais
plutôt orienté avec. Mais oui, avec Guillaume d'Horizon qui est au scénario, effectivement. On a là encore une problématique, je dirais un traitement différent par rapport aux jeux vidéo. Effectivement, là c'est une aventure épique, mais dans un autre genre. On s'approche de la fin de l'émission et j'ai une petite devinette pour vous. Ah, oula. C'est pour elle est dure. Je pense qu'Hermit il va trouver. Ah oui, il a pas répondu à ta question, donc c'est lui qui va répondre à ta question. Ouais, mais en fait, vu la pression. Si tu trouves pas, c'est mort. Non, Hermit, c'est pour toi toutes nos chances. Non, en fait, tu regardes, rien. Let's go. C'est parce qu'en fait, je me dis que il a la réponse. En fait, aujourd'hui est un jour très particulier. Si vous avez regardé un peu les réseaux sociaux, la question n'a même pas lieu d'être posée. Aujourd'hui, nous sommes le 9 mai. Comme Star Wars, on célèbre le 4 mai. Le 9 mai, c'est une célébration importante également pour une certaine communauté, et Dieu sait qu'elle est grande. Est-ce que par hasard, Hermit, tu sais à quoi fait référence le 9 mai pour les fans de manga? Alors, à quoi fait référence le 9 mai pour les fans de manga? Écoute, je voudrais te dire quelque chose de très clair, Caroline. Je ne me suis pas mis à lire des mangas pour faire partie d'une communauté, en fait. Si je voulais faire partie d'une communauté, je ferais du basket, je ferais plein d'autres activités, mais pas jouer aux jeux vidéo et lire des mangas. Donc, est-ce que c'est un truc en rapport peut-être avec les shonen de sport? Parce que j'ai une table de news devant moi, du coup là je triche totalement, donc je peux pas répondre. Mais donc voilà, c'est quoi le 9 mai qui se passe avec le manga? Un manga qui non, si, je sais, maintenant je me suis souvenu, j'ai vu ça il y a pas longtemps. C'est Goku. Voilà, c'est Goku. Effectivement, parce qu'en fait, le 9 mai, en japonais, c'est le 5 et le 9, et ça se dit Go et Goku. Voilà, c'est le jeu de mots. Parce qu'ils font souvent ça, les Japonais, ils font des jeux de mots à base du nom du mois et du nom du chiffre du mois et du chiffre du jour. Pour faire ça, il y avait pas un truc du style le jour des fesses. Si, c'est genre, il y a un chiffre qui fait genre, ça fait O et Chili, et ça fait le jour des fesses. Le jour des chiens. Oui. C'est le... Attends, j'ai oublié, mais oui, je l'ai évidemment, et à chaque fois, Twitter est rempli de célébrations de... Attends, je vais chercher, j'arrive. Mais effectivement, il me semble que hier c'était Gohan, puisque c'était le mois de mai toujours, et le chiffre 8 qui se dit Hachi en japonais. Il me semble que du coup ça pouvait aussi... Enfin, j'ai vu des trucs par rapport à Gohan hier, et je me suis dit, ça doit être ça. Donc vraiment, décidément, la famille de ce cher héros célèbre dans le monde entier est vraiment à l'honneur au mois de mai. Je crois que du coup, Goten, ça va être demain. Parce que Go, le 5, peut-être le 10, le 10 en anglais, tu vois. Enfin, on est sur les 3 jours, c'est pour eux. Plein pot. C'est le 4 novembre. Le jour des fesses? Oui. Parce que ça fait... le chiffre 11, c'est Ichi, donc ça se dit I. Et le 04, ça peut se lire Ochiri. Et du coup, ça fait I, Ochiri no I, qui veut dire le jour des beaux derrière. C'est pareil, le 11 novembre, ça fait... Voilà. Et le 11 novembre, c'est un 1 et un 1 et un 1, parce que c'est 2 fois 1, donc ça fait 111. Et c'est le bruit du chien. Parce qu'il fait 111 en japonais, c'est le waf waf waf. Attends, mais c'est pas aussi le jour du Poki? On en peut plus là, tous les jours. Mais je crois qu'il y a aussi le 2 février, c'est Nini, donc c'est le bruit du chat qui est gna gna gna. Non? C'est peut-être ça. Oui, je crois que c'est ça. Oui, c'est que des jeux de mots comme ça en fait. Gna gna. on a la logique, on a décodé la logique. Voilà, comme ça tout le monde apprend des choses aujourd'hui, petit cours de japonais pour vous. Et donc aujourd'hui, l'annonce de l'émission que Benoît va nous révéler incessamment sous peu a un rapport avec cette famille, Goku, Gohan, Goten. Et l'annonce est donc... Eh bien, nous allons sortir l'anime comics de Dragon Ball Super Héros, donc le film qui est sorti l'année dernière. Grande tradition, les anime comics. Voilà, donc nous sommes actuellement en train de travailler dessus pour être tout à fait exact. Nous en sommes à la phase de relecture et le titre devrait sortir en juillet, si tout va bien. Vers le 1er, son anniversaire. Normalement aux alentours du 5 juillet.
Très bon anniversaire, parfait. Ce sera parfaitement calé pour Japan Expo. Aussi. Voilà, Surtout même. c'est moi là, tu sais, genre c'est moi qui gère le planning et tout, pas du tout. Mais évidemment, ça tombe bien, comme ça, tous les gens qui iront à l'événement pourront certainement se le procurer sur le stand de Glénat, puisqu'on est un petit peu en avance, mais on peut peut-être déjà commencer à dire que Glénat sera sur place. Oui, nous serons à Japan Expo, bien sûr. Voilà, avec, on rappelle d'ailleurs au passage que nous aurons la chance d'avoir à Japan Expo les 2 créateurs du manga Shangri-La Frontière. Ils seront à cet événement, ils seront évidemment disponibles certainement pour des dédicaces, mais pour cela, il faudra attendre qu'on fasse la planification de tout ce qui va se passer à cet événement. Mais à mon avis, comptez sur des belles surprises. Il y aura des choses très intéressantes qui vont se produire et donc l'arrivée de cet animé comics de Dragon Ball Super Hero. Je sais pas si parmi vous d'ailleurs il y a des gens qui ont vu le film. Toi tu l'as vu forcément, tu m'aurais dit non. Hermite, tu l'as vu? Non. Je ne l'ai pas vu. J'avais pas le temps. J'étais en voyage. C'était même pas volontaire. Moi, je connais des gens, c'est volontaire, mais... Je l'ai vu 2 fois. Je l'ai vu seul et je l'ai vu avec mes garçons. Ah bah, tu vois, il l'a vu pour toi, c'est bon. Voilà. Il l'a vu 2 fois. C'est gentil. Voilà, c'était pour toi la deuxième fois, vraiment. Fort. T'inquiète. Bon, en tout cas, voilà, il sortira pour le mois de juillet. Je fais partie des gens comme toi, j'ai pas encore vu le film. Quoi? Non, j'ai pas encore vu le Pardon. film. Hermite, viens m'aider. Je suis trop loin, je ne peux pas. Ah. Mais je vais me rattraper avec l'animé comics justement, et peut-être qu'après je testerai le film. Je sais pas s'il est déjà sorti en Blu-ray ou... Oui, déjà oui. C'était 5 octobre 2022, donc je pense que c'est sorti autre temps. Oui, il est sorti en Blu-ray, c'est quoi, 4 mois, 6 mois après, je crois. 4 mois, ouais. Avec la chronologie des médias maintenant. Oui, c'est 4 mois, Maintenant c'est 4 mois, tu peux le sortir plus tard, mais voilà, avant c'était 6-7, maintenant c'est 6, là c'est 4 du coup, ouais. J'en ai pas entendu parler dans l'actualité. Attends, laissez-moi voir. Bon, personne vous contredit, donc c'est la qui se sert du chat pour vérifier les infos. Est-ce que quelqu'un dit qu'ils ont tort? Voilà. Personne ne dit rien. Ah, et on me confirme que... Ils disent tous que tu l'as pas vu et que c'est pas bien. Quoi? Ça va paraître ça, peut-être. Non, moi je vois Benoît les bons tuyaux. C'est une vanne. Par contre, il y a quelqu'un qui dit que j'ai raison, le 22 février, oui, c'est le Nyan Nyan Day. Voilà, c'est... Changement de sujet. Voilà. Et je sais pas pourquoi d'un seul coup ça commence à parler de Star Wars, ça n'a pas de sens puisque nous sommes sur Dragon Ball Super Hero. Voilà, c'était l'annonce du jour et nous allons pouvoir vous dire au revoir puisque nous arrivons à la fin de l'émission. Hermite, merci beaucoup d'avoir été avec nous directement depuis ton domicile. C'était un plaisir de pouvoir profiter de ta magnifique déco et évidemment je vois au loin derrière des images évidemment qui font référence à Tsubomi et j'invite évidemment les gens à aller soutenir ce projet que tu as mis en place il y a déjà quelques temps parce que du coup c'est un projet vraiment très très beau qu'on avait soutenu dans une de mes émissions et j'espère que du coup vous trouverez des utilisateurs parce que c'est important. C'est très important, en effet. On est toujours à la recherche de plus d'utilisateurs. Pour ceux qui ne savent pas, Tsubomi, c'est une maison d'édition / application de manga où tout notre catalogue est disponible en numérique via notre application pour un abonnement à prix modique. On propose des mangas totalement originaux qui n'existent nulle part ailleurs et nous travaillons en circuit court, c'est-à-dire que nous dialoguons directement avec des auteurs japonais qui signent directement chez nous pour une sortie simultanée en anglais, en français et dans la langue d'origine, à savoir pour souvent le japonais et parfois le chinois. Donc si vous voulez lire des mangas de tout genre, de la science-fiction, du post-apocalypse, de l'action-aventure et même un peu de romance yuri, eh ben vous avez ça chez Tsubomi. Un catalogue varié. En plus, on a une très chouette mascotte. Hein. Je veux dire, on est tous d'accord pour dire que elle est très chouette. C'est disponible sur Apple et sur Android. Et si vous voulez savoir est-ce qu'un jour on va sortir des éditions physiques de nos mangas, eh bien, j'ai envie de dire, allez bon, sur nos réseaux sociaux. J'ai envie de dire réimpression sans date. Voilà. On connaît cette expression, dis donc. Voilà. En tout cas, voilà. On a un compte Instagram, Twitter et tout. Donc, si vous voulez plus de news et sur des éditions physiques un jour, rendez-vous là-bas. Voilà, j'ai fini ma pub. Merci.
Voilà, c'était ton instant promo, mon cher Hermite. Et on vous retrouve évidemment Hermite Moderne sur l'intégralité de ses réseaux sociaux, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok peut-être aussi. Enfin, il y en a tellement aujourd'hui. C'est une liste longue, incroyablement longue. Nanix, toi aussi, on te retrouve du coup sur tes réseaux sociaux, en particulier aussi Twitch, que tu investis énormément depuis pas mal de temps. Chaque soir, nous sommes là, sauf quand je suis fatigué, mais sinon, chaque soir, nous sommes là. Évidemment, la team Mangassure avec toi, le stream évidemment. Donc, on te retrouve vendredi d'ailleurs dans l'émission de Mangassure, tu seras là, moi je serai en train de jouer à Zelda, même si tu n'aimes pas ce jeu, et Reza non plus pour une raison qui m'est totalement inconnue. Je n'ai pas dit que j'aimais pas le jeu, je dis que ça t'intéresse pas non plus. Je rigole. Je sens que je l'attends, c'est génial. Je suis crispée d'un coup, je ne sais pas, c'est bizarre. Merci beaucoup pour l'invitation, c'est toujours un plaisir de venir ici. C'était un grand plaisir de pouvoir t'accueillir, Nanix. À très très bientôt, du coup, aussi bien sur tes réseaux sociaux que dans notre émission, le Glénat Manga Live. Et évidemment, Benoît, mais que serait cette émission sans ton savoir et tes lumières? À chaque fois, les gens sur le chat sont On a une exclue peut-être sur les décembre. On a une exclue peut-être. Ah oui, d'accord. Peut-être. Ah oui, peut-être avancer un truc. Tu vois comment l'information en 2 secondes. Peut-être. Voilà. Et merci à tout le monde. En tout cas, on prend évidemment toujours plaisir à te retrouver dans l'émission ou parfois quelqu'un d'autre quand tu n'es pas dispo. C'est genre quand il n'est pas dispo lui. C'est genre c'est notre Benoît, c'est pour ça. Et évidemment, vous me retrouvez sur le channel de Glénat pour un prochain Glénat Manga Live d'ici 2 petites semaines. À très très vite. Bye bye. Bye bye.